Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat n'examinera pas le budget. La droite sénatoriale va même jusqu'à refuser la lecture du texte du gouvernement. C'est une première et un geste fort pour marquer son opposition à la politique budgétaire de la gauche. Les réactions et le débat dans cette édition. Bernard Cazeneuve à la peine devant les sénateurs venus défendre la création d'un méga fichier qui suscite de nombreuses inquiétudes. Le ministre de l'Intérieur propose la mise en place de plusieurs garde-fous, mais cela suffira-t-il à convaincre? On posera la question à nos invités. Manuel Valls sera-t-il candidat de la gauche pour 2017? Selon une enquête BVA, le Premier ministre serait à présent un meilleur candidat et de loin que François Hollande en cas de primaire face à Arnaud Montebourg et même face à Emmanuel Macron. Le décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Conférence de presse commune avec Axel Lemaire, audition devant les commissions des lois des deux assemblées, débat parlementaire. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a multiplié les interventions pour faire passer la pilule suite à la parution d'un décret autorisant la création d'un méga-fichier. Et le ministre, entendu par les sénateurs ce matin, a bien du mal à rassurer. Explication Sandra Cerquera. Rassurer encore et encore, accusé d'avoir court-circuité le Parlement en créant le méga-fichier par décret, Bernard Cazeneuve est venu ce matin répondre aux questions des sénateurs. Il a assuré qu'un retour d'expérience sur l'utilisation de la base de données devra être communiqué au Parlement. Le gouvernement a fait quelque chose qui était utile pour les libertés publiques, qui était de nature à renforcer la sécurité au moment de l'attribution des titres. Il y a des interrogations, il y répond, c'est tout à fait normal. Face à l'ampleur de la fronde, Bernard Cazeneuve a fait machine arrière. La semaine dernière, il a proposé que les usagers puissent refuser que leurs photos ou leurs empreintes digitales figurent dans le fichier. Pour le président de la commission des lois au Sénat, ce changement pose question. Si c'est pour faire un fichier à trous, un fichier perforé, quelle fiabilité va-t-il avoir ? Comment être sûr qu'il va bien remplir son rôle pour éviter les falsifications d'identité, l'imposture, des usurpations d'identité? Ça nous inquiète. Le ministre nous a répondu, mais il y aura toujours le fichier manuel. Mais on a envie de dire, tout ça pour ça, nous nous interrogeons sur la cohérence de ce que le gouvernement a décidé. Le travail de pédagogie continuera demain après-midi au Sénat, avec un débat en séance publique, en présence du ministre de l'Intérieur. Et on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec votre premier invité. Saveria, vous êtes avec Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste des Français de l'étranger. Il assistait ce matin à l'audition de Bernard Cazeneuve. A-t-il été convaincu par les arguments du ministre de l'Intérieur ? Absolument, Delphine. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous avez donc assisté ce matin à l'audition de Bernard Cazeneuve, vous lui avez posé des questions. Est-ce que les réponses du ministre de l'Intérieur sur ce fichier vous ont tout d'abord rassuré, ont rassuré les inquiétudes que vous pouviez avoir ? Je crois qu'il a précisé un certain nombre de choses et a souligné quelques avancées par rapport aux inquiétudes qui avaient pu être données. Je dirais sur 3 points. La première chose, c'est qu'on ne pourra pas identifier sur la base de la reconnaissance faciale ou sur la base des empreintes digitales biométriques inscrites dans le fichier, on ne pourra pas identifier une personne. Autant lorsqu'on aura un nom, on pourra aller à la biométrie de la personne, mais la biométrie ne permettra pas d'identifier la personne. Donc ça, il a été très clair, et d'ailleurs c'est indiqué dans le décret. La deuxième chose, c'est qu'il a aujourd'hui annoncé 2 nouveautés. La première, c'est qu'il était tout à fait prêt à ce qui est en continu au cours de l'année un contrôle de l'ANSSI, de la CNIL et des parlementaires pour voir la manière dont le fichier était utilisé. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui est dans le décret. C'est-à-dire que c'est une avancée qui pourrait permettre, enfin une modification du décret qui est envisagée, qui permettrait de s'assurer que le fichier reste complètement correct en ce qui concerne les finalités et puis son architecture technique. Enfin, la dernière chose, c'est qu'il a souligné que les personnes qui, au moment d'une demande de carte d'identité, ne souhaitaient pas que leurs empreintes soient inscrites dans la base biométrique, ça ne serait pas fait. C'est ce qu'il avait déjà annoncé vendredi. Voilà, il l'a annoncé. Néanmoins, Jean-Yves Lecomte, Bernard Cazeneuve a reconnu ce matin qu'un débat
aurait dû avoir lieu en amont sur ce fichier, débat qui aura lieu demain au Sénat. Est-ce que pour vous, la mise en place d'un tel fichier aurait surtout nécessité un vote du Parlement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous réclamez un tel vote? Alors, ce que je dirais, c'est déjà, la moitié du fichier existe déjà, puisque le fichier des passeports est exactement selon l'architecture et avec les mêmes garanties que ce qui est dans le décret. Oui, mais quand on voit toutes les questions qui se posent aujourd'hui, maintenant que le fichier est mis en place... Finalement, il y a des gens qui se posent des questions, mais qui ne se rendent pas compte que finalement, la moitié du fichier existe déjà depuis plusieurs années et ça ne les avait pas dérangés. Alors maintenant, effectivement, on rajoute les cartes d'identité. Bon, c'est tous les Français, donc on peut effectivement s'interroger. Et là où, effectivement, on l'avait en 2011, je me rappelle, c'était quasiment mon premier, en tout cas ma première intervention en discussion générale sur la PPL de Jean-René Lecerf sur la préservation de l'identité. Et là, effectivement, on avait voté une loi. Et il me semble qu'effectivement, sur ce point, le vote d'une loi qui cadre l'ensemble ne serait pas inutile. La meilleure preuve, c'est qu'on l'avait fait en 2012, même si on avait une partie qui avait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Très bien. Donc le vote d'une loi ne serait pas inutile. Faut-il, oui ou non, suspendre ce fichier aujourd'hui, en attendant? Écoutez, ce que je pense, c'est que ce fichier, il existe déjà, donc on ne va pas le suspendre, puisqu'il existe déjà pour les passeports. Mais on ne va pas voter a posteriori. L'encadrement de ce fichier, on peut tout à fait le faire. De toute façon, on a déjà voté des choses en 2012. Le fait est que le fichier existe déjà. Donc, c'est un fait. Mais l'encadrement qu'on donne aujourd'hui, finalement, les améliorations en termes de liberté publique, les garanties nouvelles par rapport à l'usage même du fichier qui existe déjà, que Bernard Cazeneuve a proposé ce matin avec le contrôle en continu de l'ANSSI et de la CNIL, ça ne serait pas inutile puisque que ça soit inscrit dans une loi. Très bien, vous êtes donc rassuré aujourd'hui par les garde-fous qu'a présenté Bernard Cazeneuve ce matin. Merci beaucoup. En tout état de cause, c'est une avancée, et pour le fichier des cartes d'identité aussi, puisqu'avant, aujourd'hui, il n'y avait pas de garantie sur le suivi et la traçabilité de ceux qui utilisaient ce fichier. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria pour cette première réaction. L'exécutif va demander au Parlement une nouvelle prolongation de l'état d'urgence au-delà de son terme actuel en janvier. Confirmation de Manuel Valls, le Premier ministre qui s'exprimait cet après-midi à l'Assemblée nationale. On l'écoute. Faire face au terrorisme, je serai trop long et le ministre de l'Intérieur a évidemment l'occasion de s'exprimer souvent sur ces questions-là. Et vous le savez, c'est évidemment être totalement mobilisé. Et c'est le rôle de nos forces de sécurité, du renseignement, de la justice. Et je veux saluer bien sûr leur travail, comme celui des services de santé ou de la sécurité civile qui étaient avec nous dimanche dernier. Et je peux uniquement vous dire, sous le contrôle de Bernard Cazeneuve, que tous les jours, toutes les semaines, des réseaux djihadistes sont démantelés, des personnes sont interpellées, des attentats sont régulièrement évités. Et vous le savez bien. La force, ça doit aussi être lucide sur la menace. C'est pour ça qu'en effet, nous proposerons au Parlement de prolonger l'état d'urgence, parce qu'il y a notre engagement aujourd'hui en Irak et en Syrie, parce qu'il y a ce niveau de menace, parce que nous rentrons aussi dans une phase électorale et que la démocratie est très directement visée par les terroristes. Manuel Valls, qui est d'ailleurs à l'actualité d'un sondage BVA sur la primaire de la gauche, car l'hypothèse Valls pour mener la bataille des socialistes à la présidentielle se précise. Le Premier ministre est donné vainqueur dans tous les cas, le décryptage de Quentin Calmé. Premier enseignement de ce sondage sur la primaire de la gauche, François Hollande serait battu par Arnaud Montebourg, 48% contre 52% pour l'ancien ministre du redressement productif. Mais si Manuel Valls était candidat, il prendrait le dessus sur son adversaire déjà déclaré. Il est candidat, Manuel Valls ? J'ai pas vu de candidature officielle encore, donc et puis c'est un premier sondage. Non, mais moi je suis très confiant dans la candidature d'Arnaud Montebourg, donc on va laisser venir une candidature éventuelle. Et puis s'il y a un bon débat démocratique, ce sera utile à la primaire de la gauche, donc pas d'inquiétude. Manuel Valls mieux placé également face à Emmanuel Macron au second tour de la primaire, si l'ancien ministre de l'économie acceptait d'y participer. Un sondage qui donne le sourire aux proches du Premier ministre. Moi je sens un mouvement aujourd'hui qui existe face à cette interrogation, et encore plus depuis malheureusement cet ouvrage dont chacun parle encore aujourd'hui, dont on va encore parler, qui a ébranlé l'institution présidentielle et posé question auprès de nos compatriotes. Dans l'hypothèse d'un affrontement, Emmanuel Macron mettrait en difficulté François Hollande. Ce serait un coude à coude au second tour.
Emmanuel Macron, il n'est pas question qu'il aille à la primaire de la gauche, donc il est hors champ. Je ne vois pas pourquoi les sondages le prennent en compte. Il est hors champ. Il ne se présentera pas à la primaire de la gauche parce que ça délégitimerait tout le discours qu'il tient sur les partis politiques. Enfin, dernier enseignement de ce sondage, à 2 mois de ce scrutin prévu le 22 janvier. Si les Français sont une majorité à être au courant de cette primaire, seuls 3 sur 10 avouent s'y intéresser. Michael Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michael. Alors cette hypothèse de Manuel Valls à la place de François Hollande, est-ce que vous y croyez, vous? On peut y croire, simplement, en tout cas à Matignon, c'est no comment. Tout ce qu'on dit, c'est que la séquence, elle est plutôt bonne pour le Premier ministre. C'est vrai quand on regarde ce sondage, en tout cas. Alors, que veut Manuel Valls? Être candidat? Oui, peut-être même 3 fois oui. Veut-il être candidat face à François Hollande? Non, peut-être 3 fois non. Mais alors, qu'est-ce que veut Manuel Valls? Eh bien, il veut tout simplement provoquer on va dire, une forme de dissuasion de François Hollande. Essayer d'empêcher François Hollande. Il ne va pas provoquer de rupture, de divorce ou de démission. Ça, il ne faut pas s'attendre à ça du tout de la part de Manuel Valls. Simplement, ça pose une pierre supplémentaire dans sa stratégie. Dissuader, empêcher François Hollande d'être candidat. Pour l'instant, on peut dire que ça fonctionne, en tout cas dans les sondages, mais il reste une chose, c'est que François Hollande, c'est le maître du temps, maître des horloges, et que pour l'instant, il a encore une quinzaine, voire 3 semaines, en tout cas une quinzaine de jours ou 3 semaines pour se décider, François Hollande. Et justement, comment on voit tout ça du côté de l'Élysée? Mais on s'interroge surtout sur la stratégie de François Hollande, d'un président au-dessus de la mêlée, un peu comme l'avait été en 88 François Mitterrand. Ça donne pas vraiment une envie folle à l'Élysée de continuer sur ce schéma-là. Certains aimeraient voir plutôt un François Hollande à l'offensive, en somme un peu comme un Jacques Chirac en 94, en tout cas les exemples qu'on nous donne à l'Élysée. Pour vous dire, si on s'interroge sur cette stratégie, il devait répondre à la droite avec 2 discours. On avait connu le discours de Wagram 1, il devait y avoir un Wagram 2, éliminé, oublié. Il a préféré se concentrer sur des discours décentralisés. Ce sera le cas notamment jeudi en Rhône-Alpes sur la fonction publique. Bilan, pas ou peu audible, il faut dire, c'est vrai qu'il y a aussi la primaire de droite qui empêche un petit peu de voir tout cela. Alors ce sondage va donc alimenter énormément la chronique avec cette question, François Hollande peut-il ou pas encore être candidat? En attendant, Manuel Valls, lui, il a décidé de tracer son chemin, il accélère, même discours demain à Cergy-Pontoise sur l'éducation. Jeudi, il sera en Allemagne pour discuter de l'Europe, histoire de monter un peu sur sa stature internationale. Quant à un autre concurrent dont on parle de plus en plus et dont on va beaucoup parler demain, il s'appelle Emmanuel Macron. Il va certainement annoncer sa candidature demain. Déplacement en région parisienne à Bobigny. Déjeuner avec l'ensemble de ses forces demain dans son nouveau QG de campagne qu'il va inaugurer. Et là, on va encore parler de sondage, encore parler d'Emmanuel Macron, encore parler de Manuel Valls. Fin de la première saison de ce feuilleton le 15 décembre. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, on sera attentif à l'éventuelle candidature d'Emmanuel Macron demain, selon vos informations. On continue notre multiplex, puisque Saveria Rojek nous attend toujours à salle des conférences, avec un proche, justement, du Premier ministre Manuel Valls. Vous êtes avec le sénateur socialiste Luc Carvounas. C'est à vous, Saveria. Luc Carvounas, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui, la machine Valls est lancée ? Ça ne vous aura pas échappé que la machine Valls est lancée depuis 2012, depuis l'élection de François Hollande, d'abord comme ministre de l'Intérieur, aujourd'hui comme Premier ministre. Voilà, si après la question qui nourrit un peu aujourd'hui les débats par la presse ou on va dire le microcosme politique, est-ce que Manuel Valls est candidat contre François Hollande, je vous prive de la question suivante, c'est non. Il n'est pas aujourd'hui candidat. Il l'a déjà dit à maintes reprises, si le président de la République est candidat, le Premier ministre ne sera évidemment pas candidat contre celui qui l'a nommé. Vous savez, il y a une grande différence entre un certain monsieur dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été ministre, nommé par François Hollande et qui est candidat à l'élection présidentielle, et Manuel Valls. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui a le sens de l'État, de ses responsabilités et du fonctionnement de nos institutions. Justement, c'était ma prochaine question. Comment ne pas passer pour le nouveau Brutus, qui est le surnom donné à Emmanuel Macron que vous ne nommez pas? C'est-à-dire comment ménager sa loyauté envers le chef de l'État en cas de s'il se présente? Je crois aujourd'hui que à la fois le peuple de gauche et nos compatriotes en général se rendent bien compte que Manuel Valls, on ne le prendra pas par défaut à essayer encore une fois, dans une stratégie d'empêchement vis-à-vis de François Hollande. Il n'y aura pas de Brutus. Maintenant, nous qui sommes des républicains laïcards, on nous dit qu'il faut attendre la fumée blanche. Bon, mais écoutez, attendons la fumée blanche et puis en fonction de cela, la gauche s'organisera. Est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Valls est pour vous le meilleur recours à gauche pour éviter une humiliation?
Vous connaissez ma proximité avec le Premier ministre. Absolument. Si moi je réponds oui à cette question, je sais déjà ce qui va se passer. Donc vous me prêterez quand même d'être attentif à mon propos, même si quand je vois un récent sondage qui laisse entendre que le Premier ministre est effectivement le mieux à même déjà de remporter dans ce que nous exprimons, la gauche socialiste et réformiste et écologiste, la case primaire, je me dis que ce sondage, il est tout simplement conforme avec ce que je vis au quotidien dans ma commune. Moi, vous savez, je suis maire d'Alfortville. C'est une ville de gauche, très légitimiste. Eh bien, il y a aujourd'hui chez mes concitoyens une interrogation. Ils me questionnent, ils me disent, monsieur le maire, qui sera notre candidat pour voir la gauche encore demain en responsabilité? Je leur réponds la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on nous dit qu'il faut attendre le chef de l'État. Pour autant, nous avons décidé une primaire, l'unanimité du Parti socialiste, et donc je considère qu'il n'y a plus de candidat naturel aujourd'hui. Alors visiblement, et c'est une information, Emmanuel Macron annoncerait sa candidature officielle demain. Est-ce que c'est pour relancer une campagne qui s'essouffle un peu selon vous? Écoutez, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en parler, c'est pour moi un non-événement. Vous n'avez pas de commentaire à faire sur la candidature je ne d'Emmanuel Macron? participerai pas à cette forme de bulle médiatique d'une personnalité qui sera évidemment pas la candidature de la droite et qui ne peut pas incarner la candidature de la gauche. Il n'est pas une espérance, il n'est pas un avenir. Il est une contrainte pour la gauche qui est en responsabilité et qui l'a porté à un moment donné de sa carrière. Ce garçon ne m'intéresse pas. Est-ce que vous l'appelez aujourd'hui à rejoindre la candidature, une candidature potentielle d'Emmanuel Valls pour sauver justement la gauche? Non, je l'invite, s'il va jusqu'au fond des choses et s'il a le courage qu'il prétend avoir, de venir dans la primaire. Très bien. Et de se laisser départager par le peuple de gauche. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Carbonès, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup, Saveria. Et vous l'évoquiez à l'instant, la candidature à la présidentielle d'Emmanuel Macron se précise. Michael Zamès, sous quelle forme ça va se passer alors demain? Elle se confirme, même je viens de recevoir un petit SMS de la part de l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est oui. Il sera donc candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, la forme, elle n'est pas encore très précise. Il sera en région parisienne à Bobigny dès demain. Un déplacement, on imagine, où il y aura une très forte présence médiatique. On n'a pas encore exactement la forme de cette présentation. Est-ce que ce sera un discours? Est-ce que ce sera d'abord, passera peut-être également par une invitation dans un journal télévisé? C'est aussi possible, c'est aussi probable. Ce qu'on sait également, c'est que cette présentation d'Emmanuel Macron à la candidature de l'élection présidentielle, ça faisait un moment qu'elle était dans les tuyaux, ça faisait un moment qu'on en parlait. Et c'est vrai ce que disait Saveria tout à l'heure en interrogeant notre invité, c'est que la campagne d'Emmanuel Macron, elle semblait un petit peu s'éterniser, un petit peu feuilletonnée, comme on dit dans les expressions journalistiques. C'est-à-dire que ça faisait longtemps déjà qu'il posait des petits cailloux. Et il fallait qu'il passe à l'action. Et surtout, il fallait qu'il passe à l'action avant François Hollande, histoire aussi de marquer un coup contre celui, évidemment, qui sera son principal concurrent si François Hollande décide d'aller à l'élection présidentielle. Il fallait qu'il accélère. Et surtout, il fallait aussi, quelque part, qu'il marque un coup sur la primaire de droite. Parce qu'on sait aussi que l'un de ses probables concurrents directs, si c'est Alain Juppé qui sort gagnant de la primaire de droite, il y aura un vrai match entre Emmanuel Macron et Alain Juppé sur la forme. À savoir que Emmanuel Macron se veut celui qui est jeune, celui du renouveau, celui qui est anti-élite, celui anti-système. Il sera face à celui qui incarne cette élite et ce système, c'est Alain Juppé. Et là, il y aura un vrai match engagé. C'est ce que veut, en tout cas, et c'est ce que veulent les équipes d'Emmanuel Macron. C'est aussi pour cela qu'ils font cela à quelques jours du premier tour de la primaire. Merci beaucoup pour votre analyse, Michael. À présent, eh bien, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La discussion a débuté cet après-midi dans l'hémicycle, mais c'est une version largement remaniée par les sénateurs qui arrivent en séance. Flora Sauvage. Pour la majorité sénatoriale, le gouvernement joue sur les chiffres. La Haute Assemblée conteste le retour à l'équilibre. Annoncé en grande pompe par la ministre de la Santé Marisol Touraine, la fin du trou de la Sécu a été promis pour 2017. Les chiffres parlent mieux que les discours effectivement enflammés et très médiatisés de Madame la ministre. Je crois qu'il y a un déséquilibre qui est de 4 milliards 100 sur l'ensemble des postes de la sécurité sociale, et notamment l'assurance maladie en perdra encore en 2017 2,6 milliards. Pour le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, le gouvernement ne tient pas compte du Fonds de solidarité vieillesse. L'essentiel des débats va porter sur l'assurance maladie. Notre sécurité sociale était grevée par les déficits. Nous l'avons redressée année après année. Je regrette que la majorité sénatoriale refuse de reconnaître ces réalités, parce qu'au fond, cela ne devrait pas nous diviser.
Cela devrait nous rassembler par-delà les choix que nous pouvons faire pour le pays. L'examen en séance par la Haute Assemblée sera suivi d'un vote solennel le 22 novembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale fera l'objet d'une commission mixte paritaire afin de trouver un accord entre les deux assemblées. Et on reste au Sénat où l'on s'achemine vers un rejet du projet de loi de finances sans examen de la partie recettes du texte. C'est une première. La droite sénatoriale, qui a jugé insincère la plupart des crédits examinés en commission, veut marquer fortement son opposition aux orientations budgétaires du gouvernement. Cécile Sixou. Ce serait une première. Le groupe républicain du Sénat envisage de rejeter le projet de loi de finances sans même l'examiner. L'idée pour le moment, c'est plutôt en réalité une motion préjudicielle qui permettrait de rejeter l'ensemble sans même rentrer dans le débat. C'est-à-dire qu'il y aurait la discussion générale, mais il n'y aurait même pas d'entrée dans les recettes. Un moyen pour la majorité sénatoriale de dénoncer le budget irréaliste du gouvernement qui s'est basé sur des prévisions de croissance de 1,5%. Le Sénat s'adapte au fait que le gouvernement a présenté un budget dont les chiffres ont été largement contestés par le Haut Conseil des finances publiques, un budget qui est un budget purement électoral, voire électoraliste, qui a d'ailleurs vocation à ne pas s'appliquer puisque quel que soit le gouvernement du mois de mai prochain, il reverra profondément la copie. C'est sans doute sans précédent, à quelques mois des élections, d'avoir une construction budgétaire qui soit aussi instable et qui, visiblement, est plus destinée à assurer la campagne électorale de M. Hollande ou de M. Valls, on ne sait pas, mais qui n'est pas destinée à être une loi de finances qui pourra être exécutée tout au long de l'année prochaine. Pour Michèle André, la présidente socialiste de la Commission des finances, cette décision est une posture politique qui risque d'affaiblir le Sénat. Le Sénat prouverait qu'il ne sert à rien, puisque la loi de finances serait quand même adoptée à l'Assemblée et que toute l'expertise et l'intelligence ajoutée qu'apporte le Sénat dans la commission ne seraient pas prises en compte. Le budget sera tout de même décortiqué et voté en commission des finances et la motion de rejet devrait être débattue en séance le 24 novembre. Tam Tranune nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour. Alors on voit que la colère qui se dessine à gauche sur cette motion de rejet, mais à droite tout le monde n'était pas forcément favorable non plus à cette option. On grince un peu des dents du côté de la présidence et aussi des centristes. Oui, il faut dire que rejeter le budget directement avant la discussion des articles, ça n'arrive jamais. C'est inédit en première lecture. La question préalable elle a déjà été utilisée par le Sénat sur un budget, mais c'était en deuxième lecture. C'est-à-dire que la messe avait déjà été dite, les discussions avaient déjà eu lieu en première lecture. Et donc ça n'arrive jamais, a fortiori depuis que la droite est redevenue majoritaire au Sénat en 2014. Je rappelle que depuis cette date, la droite majoritaire a tenu à débattre des budgets, qu'il s'agisse du projet de loi de finances ou du budget de la sécurité sociale, jusqu'au bout. Et elle s'est employée à les détricoter soigneusement, précisément, ce texte. Sous-entendu, contrairement à ce que faisait la précédente majorité de gauche, une majorité trop fragile et qui rejetait les textes directement après l'examen de la première partie sans avoir pu réellement faire des propositions, ce qui rendait à l'époque, disait-on, le Sénat inaudible. Alors là, le mot d'ordre de Gérard Larcher depuis 2 ans, c'est l'opposition constructive. Et du coup, rejeter directement le budget, c'est complètement contraire à cette règle. Alors, la présidence, elle est tout à fait réticente à faire cela, même si Gérard Larcher, finalement, accepte ce que fait sa majorité, s'y plie même, pourrait-on dire. Le groupe UDI-UC, lui aussi, est plutôt réticent. Les sénateurs centristes auraient voulu pouvoir déposer leurs amendements, débattre du texte et ne pas mettre tout leur travail à la poubelle avant que le texte arrive en séance publique. Alors pourquoi une partie des sénateurs de la droite veulent quand même rejeter ce texte sans aller en discussion ? L'explication officielle, on l'a entendu, c'est que le budget 2017, il est insincère. Il se fonde sur des hypothèses de croissance trop optimistes, voire parfaitement improbables. D'ailleurs, la Commission a rejeté tous les crédits d'émission les uns après les autres, on l'a vu ces dernières semaines. Le rapporteur Albéric de Montgolfier, du coup, estime que le déficit public 2017 sera de 3,2% et non pas de 2,7%, comme l'annonce Michel Sapin. Ça fait tout de même 8 à 12 milliards de plus que les anticipations du gouvernement. Bref, ce n'est pas du tout un budget sérieux de fin de quinquennat, c'est un budget de campagne. Voilà pour la raison officielle, mais il y a aussi beaucoup de raisons officieuses moins avouables. Alors pas la peine déjà de perdre de temps pour les sénateurs, alors qu'on devrait changer de majorité après la présidentielle. En plus,
Ça fait beaucoup de temps perdu, encore une fois, dans la dernière ligne droite de la primaire. Et puis enfin, décidément, le calendrier, il n'est pas pratique puisque l'examen du budget débuterait alors que la droite ne connaît pas encore son candidat officiel. Et donc, eh bien, elle ne saurait pas quel budget alternatif défendre. Merci beaucoup, Tam, pour votre analyse. On retourne justement à salle des conférences puisque Saveria Roget est avec le président du groupe socialiste au Sénat, le sénateur de la Drôme, Didier Guillaume. C'est à vous. Absolument, Delphine. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Merci de nous répondre. Avant de parler de ce budget, donc, juste un mot. On a appris à l'instant qu'Emmanuel Macron déclarait demain sa candidature à l'élection présidentielle. Une réaction ? J'ai vu ça. Il semblerait qu'il fasse sa candidature, oui. Pas plus de réaction. C'est ma réaction. C'est ce que ça vous évoque, en tout cas. Très bien. Vous êtes là donc pour parler du budget. Le Sénat qui rejetterait le budget sans même l'examiner, c'est une première pour vous. C'est une provocation pure et simple de la droite ? Pour tout vous dire, très franchement, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru quand j'ai appris ça. J'ai cru que c'était une blague, puisque le président du Sénat, Gérard Larcher, qui essaye de faire vivre le Sénat, en tout cas dans les mots, dans les phrases, on verra ce qu'il en est après, a dit... Le Sénat va préparer le budget de l'alternance. Et comme nous sommes à quelques mois de la présidentielle, nous étions persuadés, j'étais persuadé que le Sénat nous préparerait le budget que la droite voudrait mettre en place s'il gagnait l'élection présidentielle. Et puis finalement, ils ont décidé autre chose. Ils ont décidé d'étouffer le Sénat, de le bâillonner, et j'espère en tout cas de ne pas l'assassiner. Je l'espère. Mais surtout... Ils refusent de présenter leur programme. Pourquoi ? Parce que peut-être ils ne sont pas très en phase. Vous savez, aujourd'hui, le débat de la primaire de la droite fait beaucoup de dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, la victime des dégâts collatéraux de la primaire de la droite, c'est le Sénat. Je le regrette, j'en suis vraiment navré. Pour vous, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de candidat désigné, c'est ça ? Je crois qu'ils ont la tête ailleurs, ils ont la tête dans la primaire, ils ont la tête à se chamailler entre eux. Et surtout... Ils ont des idées, mais s'ils avaient fait ce budget, ils auraient assumé d'augmenter, comme M. Fillon le demande, de 2 points la TVA. Ils auraient assumé le fait de baisser le nombre de fonctionnaires de 300 000 fonctionnaires, comme certains le demandent. Bref, de supprimer des postes dans l'éducation nationale. Voilà, je crois vraiment qu'ils ne peuvent pas présenter ce budget parce qu'ils auraient mis au grand jour tous les forfaits qu'ils voudraient faire aux Français l'année prochaine s'ils sont majoritaires. Alors, la majorité sénatoriale, la droite, elle rétorque qu'elle ne croit pas aux prévisions de croissance du gouvernement. Elle juge le budget insincère. Pour vous, elle se trompe complètement ? Mais ça, c'est pas responsable. Elle peut avoir un avis différent que je peux avoir. Sur le budget, je pense que ce budget, il est sincère, il est véritable. Et surtout, c'est un budget redistributif. Mais justement, c'est là où leur argument ne tient pas debout et que ça montre bien que c'est uniquement de la politique politicienne. C'est de prendre le Sénat en otage. C'est tout simplement, si ce budget n'est pas le bon, alors fallait qu'ils nous disent quel est le bon. Quelles sont les bonnes prévisions ? Ils ne veulent pas faire ce travail. C'est une démission collective et c'est regrettable. Didier Guillaume, justement, nous recevons Bruno Retailleau tout à l'heure sur notre antenne. Est-ce que vous avez là quelque chose à lui dire ? Mon cher Bruno, la responsabilité que tu as comme président du groupe Les Républicains, laisse de côté la présidentielle, laisse de côté la primaire de la droite et du centre et dis-toi bien que l'acte que vous allez commettre là, la forfaiture que vous allez commettre en ne faisant pas travailler le Sénat, au moment où les Français, dans un populisme qui peut aller très très loin, pensent que les parlementaires ne font rien, ne travaillent pas, au moment où le rôle essentiel d'un parlementaire, d'un sénateur, c'est de voter la loi et c'est de voter le budget, si tu as du pouvoir dans le groupe politique, si tu as envie de porter le Sénat très haut, alors vas-y, indique que nous allons débattre sur le budget, il est encore temps, nous avons encore une semaine, présentez vos orientations, ne les présentez pas, mais de grâce, ne pas discuter du budget au Sénat est une première dans l'histoire de la République. Il y avait déjà eu des précédents ici en 2014 et en 2013, mais là vraiment, donc je lui dis, mon cher Bruno, tu as entre les mains, je pense, une partie de l'avenir du Sénat. Tu as entre les mains vraiment la façon de montrer si les élus sont responsables ou pas. Bruno, tu as entre les mains
l'avenir d'un débat politique serein. Très bien. Didier Guillaume, d'un mot très rapidement, je reviens sur l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron demain, très rapidement. Est-ce que néanmoins vous ne pensez pas qu'il y a un espace à prendre vu l'impopularité actuelle du chef de l'État? Non, il n'y a pas de problème d'espace, de popularité ou d'impopularité. Chacun fait son travail. La droite est en train de désigner son candidat. Nous aurons une primaire, les socialistes et leurs alliés désigneront leur candidat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rassembler. Si la gauche est émiettée et divisée, alors on est sûr qu'au deuxième tour, il faudra choisir entre la candidate du Front National et le candidat de la droite. Et c'est la raison pour laquelle, attention, tout ce qui se passe aujourd'hui à gauche peut nous amener à des situations que nous ne devrions pas voir. Donc moi j'en appelle à la responsabilité de tous. Je n'ai pas à critiquer le choix ou pas d'Emmanuel Macron. Je regrette qu'il présente sa candidature demain dans un élan un peu solitaire, mais c'est sa responsabilité, je n'ai pas à juger. Est-ce que sa responsabilité, la responsabilité d'Emmanuel Macron n'est pas de rejoindre la primaire mais moi je pense qu'Emmanuel Macron devrait être dans la primaire de la gauche et des socialistes et de ses alliés, évidemment. Et c'est là où le rassemblement pourrait avancer. Démarrer par un émiettement plutôt que par un rassemblement n'est pas à mon sens la meilleure des choses. Mais entre la déclaration de candidature demain éventuellement et puis le dépôt de candidature avec les parrainages au mois d'avril, il va se passer des semaines et des semaines. Et je pense qu'à ce moment-là, nous regarderons les responsabilités collectives que nous avons pour faire face à l'accident annoncé. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Didier Guillaume d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Alors le Sénat qui n'examine pas le budget, c'est une première, on l'a dit. Et on en parle tout de suite avec mes invités dans notre premier débat. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice LR du Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Marie-France Beaufils est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste d'Indre-et-Loire. Enfin, j'accueille Vincent Delahaye. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de l'Essonne. Et François Marc est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Finistère. 4 membres de la commission des finances. Première question pour vous, Fabienne Keller. On a entendu Didier Guillaume estimer bien qu'il s'agissait de politique politicienne, un Sénat pris en otage par la droite sénatoriale qui finalement ne prend pas ses responsabilités en ne souhaitant pas discuter dans le détail de ce projet de loi de finances. Que lui répondez-vous? Nous avons examiné ce projet de loi de finances en commission de manière très précise. Le rapporteur général nous a rendu compte il a analysé les différentes évaluations faites. Il estime que la croissance est surévaluée, que des dépenses, notamment par exemple sur les salaires des fonctionnaires, sont sous-évaluées, que des économies affichées sont surévaluées. Bref, qu'il y a entre 8 et 11 milliards de déficits qui sont dissimulés. On sent bien que c'est un budget sur lequel nous n'aurons pas le moyen de vérifier sa réalisation. Donc c'est un budget très largement électoral, d'où cette idée plutôt d'affirmer que nous souhaitons être transparents à l'égard des Français et non pas de leur masquer la réalité. Et donc nous n'envisageons pas de travailler sur ces chiffres qui ne sont pas exacts. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. La Cour des comptes le souligne également. Et enfin, l'analyse que nous avons faite en commission est à cet égard très, très riche, très documentée. Pas mal de dépenses ont été reportées en 2018, une sorte de cavalerie budgétaire qui n'est pas acceptable. Alors, François Marc, la droite ne croit pas aux prévisions de croissance du gouvernement. Le budget est insincère selon elle. Est-ce qu'elle se trompe ? Ça fait des semaines que la Commission des finances, comme chaque année au Sénat, travaille sur le projet de budget. Et je pense que ce travail est approfondi, utile et largement partagé entre les collègues de droite, de gauche et du centre. Visiblement pas la droite, puisque le travail en commission, se fait d'une façon... Tous les crédits ont été rejetés les uns après les autres ces dernières semaines. Absolument pas. Nous avons vu à l'instant, cet après-midi, 2 budgets qui ont été acceptés. Je pense qu'il y a plus de budgets qui sont acceptés que de budgets rejetés. Donc je crois que c'est faux de dire que tout est à jeter. Il y a beaucoup de budgets qui sont validés. Et la Commission fait son travail. Donc maintenant, on vient de nous dire que sans doute qu'on n'irait pas jusqu'au bout et qu'en séance, le Sénat, qui est tout de même une chambre importante au Parlement, ne va pas examiner le budget. Alors, je cherche à comprendre, honnêtement. Je n'arrive pas à comprendre
qu'une chambre dise bon, finalement, moi, je vais pas, chez nous, on ne va pas regarder le budget, on ne va pas en débattre, on ne va pas mettre en contradiction le gouvernement, par exemple, comme nous dit Fabienne Keller, qui indique qu'il y a plusieurs milliards qui manquent. Mais débattons-en, examinons où ces milliards manquent et ayons un débat et voyons à la lumière de tout cela quelles options on peut prendre, voter, pas voter, mais débattons-en. Ne pas en débattre, c'est très grave, me semble. On ne peut débattre que sur un budget qui est sur des bases saines. Et c'est là que sur plusieurs piliers de ce budget, de recettes, le niveau de croissance, l'évaluation de la charge des fonctionnaires, les écarts sont considérables et remettent en cause, on peut le dire, la sincérité des chiffres qui sont affichés. À nouveau, cela est très documenté, expliqué. Ne trompons pas les Français. Si nous débattons d'un budget, c'est que nous considérons que nous avons des données qui nous sont remises en confiance et en sincérité. Est-ce que les centristes étaient aussi d'accord avec cette stratégie qui consiste finalement à couper court à toute discussion? Vous n'aurez pas le temps de discuter, de défendre vos amendements? Écoutez, on aime bien discuter, les centristes comme les autres, d'ailleurs au sein de la Commission des finances et au sein du Sénat, et on travaille beaucoup. On a devant nous un budget qui n'est ni sérieux ni sincère, qui est un budget électoral, clairement électoraliste. On a sur les missions de l'État, alors il y a 31 missions d'État, il y en a 21 dont le budget augmente cette année. C'est la première fois. On n'a pas l'impression qu'il y a un déficit de 70 milliards. 70 milliards auxquels il faut rajouter effectivement des dépenses qui sont listées par le rapporteur général, qui font à peu près entre 9 et 11 milliards d'euros. C'est vrai que si c'était le cas, si c'était un budget qu'on considérait sérieux et sincère, on en discuterait. Et puis ensuite, il faut rappeler quand même que les années précédentes, on a discuté de la loi de finances pendant 3 semaines. On a beaucoup travaillé au Sénat, on a fait plein de propositions. Qu'est-ce qui a été retenu par le gouvernement? Zéro. Donc il y a un moment donné où le gouvernement, et moi je souhaite qu'il y ait un changement de gouvernement au printemps prochain, parce que je souhaite qu'avec un nouveau gouvernement, on puisse travailler beaucoup mieux, et notamment sur le plan financier. Marie-France Beaufils, est-ce que vous approuvez, vous, la position de la droite qui a choisi finalement de boycotter le débat pour marquer son opposition à l'exécutif en matière budgétaire? Écoutez, moi, je laisse le choix à la droite de la forme qu'elle a souhaité mener dans le débat politique qui est celui d'une période en effet préélectorale. Je pense que sur la question du budget tel qu'il était en train de se présenter, les débats et les discussions que l'on avait en commission des finances, mais pas seulement, dans les autres commissions également sur l'émission, auraient tout à fait pu permettre de continuer à avoir des échanges sur justement ce que l'on souhaite. Peut-être d'autres en termes budgétaires. En tout cas, nous, c'est dans ce sens-là qu'on se prépare à ce travail dans ce domaine, puisque sur un certain nombre d'orientations qui sont proposées par le gouvernement, nous ne sommes pas en accord, bien évidemment. Quant à dire que des décisions vont préempter sur l'avenir, mais toutes les décisions de toutes les lois de finances ne sont pas généralement que sur une année budgétaire. Généralement, elles filent sur plusieurs années budgétaires. Que certaines impactent plus ou moins, mais ça fait partie du débat de toutes les lois de finances, quelles qu'elles soient. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que, quelque part, on ne veut pas débattre de ce que serait le futur projet qui serait porté par les candidats de droite. C'est un petit peu cette impression que j'ai. Alors, est-ce que la primaire a pu jouer dans cette décision? Fabienne Keller, on entendait Didier Guillaume dire finalement la droite ne veut pas débattre au Sénat, ne veut pas mettre au grand jour les forfaits qu'elle veut proposer notamment. Non, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait la discussion générale commencera effectivement entre les 2 tours de la primaire, mais la suite de la discussion démarrera le mardi 29 après le 2e tour de la primaire, donc ça n'a rien à voir, c'est plutôt de la mauvaise foi. Au contraire, on pourrait dire que vous ne connaissez pas encore votre candidat au moment où va débuter l'examen du projet de loi de finances en séance. Du coup, on ne sait pas quel projet alternatif proposer, ça peut être aussi une lecture. Soit on est en situation de responsabilité d'exécutif et on peut proposer un budget qui est à votre main. Soit aujourd'hui on est à la main du gouvernement en place sur les évaluations. Elles ne sont pas justes, nous le savons. Cela a été dit à 2 reprises. Le rapporteur général nous l'a analysé dans le détail. Mais nous ne sommes pas pour autant en mesure de demander aux budgétaires une évaluation plus sincère. C'est pourquoi le candidat que je soutiens, Alain Juppé, demandera un audit s'il est effectivement élu président de la République dès son élection pour y voir clair. Le gouvernement, par exemple, a utilisé la technique de la prime d'émission qui a été révélée par la Cour des comptes. C'est une astuce pour réduire la dette publique
en étalant les charges sur l'avenir. C'est une espèce de boule de neige qu'on pousse devant soi. Ça, c'est une tricherie qui rend insincères les comptes. De la même manière, le président de la République a annoncé un renforcement des investissements d'avenir. Très bonne nouvelle. Astuce de technique budgétaire, les premières charges sont reportées à 2018, donc n'apparaissent pas dans le prochain budget. C'est pas possible. Tricherie, le mot est fort. Je voudrais vous faire aucun ménage, aucune entreprise ne pourrait C'est une décision politique à quelques jours de la primaire, François Marc. Non, je crois que c'est pas le budget du gouvernement. C'est pas le budget du gouvernement, c'est le budget de la France. Et le Sénat est une chambre qui a vocation à débattre des orientations du pays. Et aujourd'hui, voir la majorité sénatoriale considérer qu'il ne faut pas débattre, qu'elle se départit en quelque sorte de son rôle majeur qui est de débattre du budget, c'est quelque chose, à mon avis, de très grave. Si aujourd'hui, n'importe quel maire de France n'est pas en capacité de réunir sa majorité pour débattre du budget de sa commune, eh bien, tout le monde va lui dire, tirez-en les conséquences. Si vous n'êtes pas capable de soumettre au débat le budget de votre commune, eh bien, je pense qu'il n'y a plus lieu de continuer. Et en ce qui concerne le Sénat, c'est aujourd'hui la question fondamentale qui nous est posée. Est-ce qu'on veut ou non débattre du budget de la France ? La droite nous dit non pour des arguties qu'on vient de développer. C'est le gouvernement qui a maquillé les chiffres. Bon, peut-être qu'il y a des éléments de vrai. Regardons-les de près et débattons-en et corrigeons les chiffres. Le travail du Parlement, c'est d'amender et de corriger. S'il y a des choses qui ne sont pas justes, on corrige. Mais on débat, on accepte de débattre. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Et là, malheureusement, pour le Sénat, c'est un mauvais coup qui est porté à son rôle dans notre démocratie, me semble-t-il. Vincent Delahaye, c'est vrai qu'on est un peu loin de l'opposition constructive. C'est un peu la marque de fabrique depuis l'élection de Gérard Larcher. C'est ce qu'il voulait faire sur tous les textes, justement. Mais c'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés par le Sénat, qui ne correspondaient d'ailleurs pas au texte du gouvernement. Là, c'est un projet du gouvernement. Bien sûr que c'est le budget de la France, mais c'est un projet qui est présenté par le gouvernement, qui est porté par le gouvernement et qui finalement laisse filer les déficits et le déficit futur. On a à peine réduit les déficits sur 5 ans, alors que le président Hollande avait promis qu'on reviendrait à l'équilibre. Aujourd'hui, on est toujours à 70 milliards. 70 milliards, moi je voudrais rappeler que c'est quand même, ça veut dire qu'on doublerait l'impôt sur le revenu si on voulait revenir à l'équilibre. Ou alors on passerait la TVA de 20 à 30%. Il faut avoir quand même ces chiffres-là en tête parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Mais aujourd'hui, on a un super déficit. On travaille, on a débattu, on a travaillé en commission des finances, on va débattre dans l'hémicycle, donc on va donner nos positions respectives. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de débat. Simplement, le travail effectué au Sénat n'est malheureusement pas pris suffisamment en compte, je me répète, mais il n'est pas pris en compte par le gouvernement. Donc, pourtant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l'examen a débuté aujourd'hui, là, il y a bien une version proposée par la droite sénatoriale. Quoi ne pas le faire sur le projet de loi de finances ? Oui, mais alors c'est vrai qu'on a eu un questionnement. On a eu un questionnement aussi sur la loi, mais on ne voulait pas sur les deux lois de finances, sécurité sociale et finances de l'État, prendre exactement la même position. Mais là, même optimisme sur le régime de l'UNEDIC, même imprécision sur l'ONDAM, le taux d'évolution des dépenses. Non, il n'y a pas le miracle décrit par Mme Touraine de retour à l'équilibre de l'ensemble des comptes sociaux. C'est inexact. On trompe les Français et on les prépare mal aux efforts qu'il nous faudra faire, qui sont indispensables pour revenir dans les règles des grands pays européens, mais surtout pour préparer l'avenir, parce qu'on n'imagine pas ce qui peut se passer si, par exemple, les taux d'intérêt augmentaient un tout petit peu, avec cette dette publique qui ne cesse d'augmenter. Marie-France Beaufils. Oui, moi je trouve qu'il aurait été très intéressant de pouvoir avoir un débat au Sénat pendant la loi de finances sur la partie des recettes, justement, sur la fiscalité telle qu'on l'envisage. Moi je regrette qu'on n'ait pas pu avoir ce débat d'une vraie réforme de la fiscalité avec un impôt progressif, en particulier impôt sur le revenu beaucoup plus pertinent, puisque aujourd'hui la recette la plus importante en termes d'imposition, c'est celle qui vient de la TVA. Et quand j'entends dans les débats bien souvent que l'on dit il faut que tous les Français payent des impôts, oui, tous les Français payent des impôts. C'est la TVA qui est l'imposition qui rapporte le plus dans le budget. Donc chacun y participe, mais par contre la TVA, elle pèse beaucoup plus sur les foyers modestes que sur les foyers qui ont les ressources les plus élevées. Le débat sur l'impôt sur les sociétés serait été intéressant puisque le gouvernement propose de revoir le taux. Or, moi je pense que la question c'est l'assiette qu'il faut travailler et travailler différemment. Je trouve que ça aurait été intéressant, ça aurait été illustrant des réflexions qui vont être au cœur des élections présidentielles, non pas
normalement sur la base d'un homme ou d'une femme candidate, mais bien du contenu du projet qui peut être porté pour la France demain. Et je trouve que le débat que l'on pouvait avoir, si on n'allait pas jusqu'au bout des discussions, mais qu'au moins sur ces questions des recettes, on ait un véritable échange, ça aurait été très très intéressant. Peut-être François, Marc, c'est pas un budget qui laisse filer les déficits, c'est pas un budget non plus de campagne, c'est le dernier budget du quinquennat. Que répondez-vous à ces critiques de la droite? Moi, je crois que il est faux de dire aujourd'hui que ce budget est tellement mal ficelé qu'il ne faut pas en débattre. Je ne pense pas qu'il faille non plus accepter cette présentation des choses. Le budget de la France aujourd'hui, il est relativement en progression par rapport aux années écoulées, et tant sur la dette publique, sur le déficit, que sur les questions d'aide à l'emploi, et également sur un certain nombre de programmes de solidarité, on a des avancées significatives, et même le Haut Conseil des finances publiques et l'Europe nous disent votre projet, il est acceptable, et le déficit de la France va passer sous les 3%. Donc on a un certain nombre d'orientations qui démontrent la bonne volonté du gouvernement et de notre pays dans le concert international d'améliorer ses déficits et d'améliorer sa situation. Donc je crois que c'est un budget plutôt équilibré. Et d'ailleurs, en commission des finances, beaucoup de budgets, je vous le dis, je vous le répète, sont validés par notre commission. Et donc, tout ça démontre qu'il y a matière à aller jusqu'au débat public et ensuite à regarder effectivement les points qui nous opposent. Et il y en a. Et au bout du compte, il y aura certainement un vote qui ne sera pas convergent pour tous les collègues. Mais au moins, allons jusqu'au vote, puisque nous avons le sentiment que c'est quelque chose qui mérite l'attention du Parlement et qui, du fait de notre responsabilité, doit chaque année faire l'objet d'un vote, d'une appréciation sérieuse. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de faire. Vincent Delahaye, ensuite je donnerai la parole. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord sur le Haut Conseil des finances publiques qui a été créé durant ce quinquennat, qui devait normalement donner son point de vue sur les hypothèses du gouvernement et qui les a jugées totalement improbables. Donc il faut quand même remettre les choses en place. On peut relire le texte ensemble. C'est clair. Donc le gouvernement ne suit absolument pas le Haut Conseil qu'il a créé. Donc moi je trouve ça déjà aberrant. Moi je n'étais pas pour cette création, mais je trouve aberrant qu'on ne suive pas. Ensuite, moi j'aimerais, sur le plan démocratique, et je pense que ça sera un progrès pour la France, qu'on puisse débattre avant les élections présidentielles de la réalisation de l'année précédente, c'est-à-dire 2016. Parce qu'on a vu 2015 et 2014 qui étaient des réalisations qui n'étaient pas bonnes et sur lesquelles on reportait des dépenses, plus de 10 milliards de dépenses sur les budgets futurs. J'aurais aimé, et je pense que ça serait souhaitable dans l'avenir, de prévoir que l'on puisse débattre au Parlement, et ça serait un sujet de débat aussi avant l'élection présidentielle, de faire le bilan du quinquennat. Parce que c'est quelque chose que les Français doivent avoir aussi sur le plan financier, ce bilan du quinquennat. Et aujourd'hui, on ne l'aura pas, malheureusement. Fabienne Keller. Je voudrais dire qu'on est aussi très étonné d'affichage, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés qui intervient en fin de mandat. Si on veut conduire une politique qui soutient la création d'emplois et les entreprises, c'est pas dans les dernières semaines d'un quinquennat qu'un gouvernement doit faire de telles propositions. Écart entre la réalisation et les affichages. Moi, je suis en charge du budget de l'aide Nord-Sud. Très frappant. C'est une baisse de plus d'1 milliard d'euros par an en réalisé entre 2011 et 2015. C'est les derniers chiffres qu'on connaît, les vrais. L'année dernière, on nous a promis 130 millions de plus, qui n'ont pas du tout été réalisés parce que ces crédits ont été gelés, c'est-à-dire non accessibles, non dépensés par le gouvernement. C'est pourquoi nous dénonçons ces affichages qui ont seulement un but électoral versus l'action concrète élaborée pour les Français. Et nous nous inquiétons des reports. Madame Beaufils a fait un formidable rapport sur le CICE, ce système de remboursement des charges, qui démontre, dans votre rapport, le report sur une moyenne de 18 mois de la charge de ce remboursement. On est entre 15 et 20 milliards de montants à régler le jour où on arrêtera ce système et on baissera les charges directement. Donc ces techniques se multiplient, le budget n'est plus réel, nous travaillons sur du sable, cher monsieur Marc, donc ce n'est pas un débat de qualité que nous pouvons avoir, puisqu'on débat sur des choses qui ne sont plus correspondantes à une réalité. Oui, je me doutais que Mme Keller allait utiliser mon rapport sur le CICE, c'est évident. D'excellente qualité. L'objectif de mon rapport était justement d'analyser
le bilan de ce CICE. Et je suis en effet très critique sur le CICE, mais pas seulement moi. France Stratégie, qui est chargée de ce travail, est également critique parce que on estime que au bilan, quand on regarde, on nous dit au maximum 150 000 emplois auraient été créés, alors qu'on est à une part lourde dans le budget d'environ 20 milliards sur la somme qui est consacrée, qui est un allègement de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Donc c'est bien une analyse de bilan de l'action qui est menée, mais je pense que ça ne peut pas nous amener à dire on ne doit pas débattre. C'est pas, à mon avis, c'est pas la motivation. Pourtant, est-ce que les communistes n'auraient pas pu soutenir cette motion qui sera présentée en séance? Si ma mémoire est bonne, des alliances communistes droites sur les projets de loi de finances, c'est déjà arrivé, non, par le passé? Non, nous n'avions pas voté les questions préalables posées précédemment par la droite. Nous avions, nous, une question préalable, mais qui n'avait pas du tout le même contenu et les mêmes objectifs. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait, dans ce cadre-là, les mêmes choix et les mêmes orientations. Et quand je vous disais tout à l'heure, moi, le débat que je souhaiterais avoir sur la question de la fiscalité et de l'impôt, c'est que quand j'entends, en tout cas, les propositions des candidats de droite, quels qu'ils soient, un certain nombre de propositions concernant l'impôt ne vont pas dans le sens de ce que j'attends. Et d'autre part, quand j'entends la volonté de la réduction de la dépense publique, moi je me bats pour dire que la dépense publique n'est pas obligatoirement mauvaise, et si elle avait été plus utilisée, plus pertinente, on aurait pu obtenir des résultats plus efficaces dans l'action gouvernementale. Et je pense que le CICE en est une démonstration. On aurait pu mener des politiques publiques, particulièrement dans le domaine de l'investissement, particulièrement dans les grandes infrastructures pour la transition énergétique, qui auraient donné des capacités de création d'emplois dans l'activité économique et qui auraient été un retour en termes de recettes budgétaires qui aurait permis, là aussi, d'améliorer le déficit public. François Marc et ensuite Vincent Delahaye. Vous souhaitiez intervenir? Oui, je crois que Fabienne Keller vient de nous livrer une des clés pour mieux comprendre pourquoi la droite ne veut pas débattre du budget. Parce qu'elle nous a dit, eh bien, sur tel crédit qu'elle rapporte, finalement, on n'a pas dépensé autant qu'il aurait fallu sur l'aide au développement. Et on a aussi entendu des propos de la sorte de la part de certains de ses collègues disant sur tel budget, il n'y a pas assez d'argent, il faut mettre plus de dépenses. Et en réalité, on voit bien la droite aujourd'hui dans cette contradiction profonde, parce qu'on nous annonce 100 milliards d'économies à faire rapidement sur les dépenses, et dans le même temps, dans les discussions en commission, il n'y a jamais assez de crédit. Donc on voit bien la contradiction. Et la raison pour laquelle la droite ne veut pas débattre aujourd'hui au Sénat, c'est parce que si elle débattait, elle serait obligée de dire où on va faire les économies. Et c'est ça aujourd'hui le dilemme profond de nos collègues qui se refusent à débattre du budget, c'est qu'ils ne savent pas arbitrer, ils ne savent pas dire où on ferait ces économies, et ils savent bien toute l'impopularité qu'il y aurait à le dire. Et dans un contexte électoral, évidemment, personne ne veut dire où on va faire ces économies. C'est ça la raison. Vincent Delahaye, ensuite je vous donnerai le mot de la fin, Fabienne Keller. Non, mais simplement par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur les budgets qui sont fictifs en fait, puisque c'est pas la réalité. La réalité, c'est la loi de règlement, c'est les bilans, et c'est là-dessus qu'on devrait passer beaucoup plus de temps pour voir exactement ce que l'on a fait. Parce qu'on peut annoncer plein de dépenses qui ne sont pas réalisées, ou réaliser des dépenses qui n'ont pas été inscrites au PLF initial, simplement en faisant un jeu de décret. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Moi, je voudrais simplement revenir sur les dépenses publiques. On est les champions du monde de la dépense publique. Ça serait peut-être pas mal si la France allait très bien. Moi, je serais peut-être le premier à dire c'est très très bien de dépenser. Mais chaque année, on dépense de plus en plus. Et cette année, on a lâché quasiment les vannes. Là, on recrute 14 000 fonctionnaires de plus. On augmente l'ensemble des dépenses de 1,7%. Elles n'ont jamais été réduites, ces dépenses. Donc, je pense que la première nécessité pour la France, c'est de réduire sa dépense publique. Vous voyez, ça aurait été intéressant. Parce Fabienne Keller, pardon. Parce que j'étais en train de dire. Fabienne Keller. Allez, pour conclure ce débat, Fabienne Keller, oui, allez-y, rapidement. Mon point, c'est l'écart abyssal entre les affichages, les annonces et la réalisation du budget. Donc je partage la vision de Vincent Delahaye. On devrait travailler sur le réaliser, sur les dépenses, les stratégies mises en œuvre. Et celles-ci
sont à la main en fait de l'exécutif et pas du tout du Parlement quand il débat sur le budget, puisque la réalisation n'est pas conforme aux engagements pris. Donc à mon tour, je voudrais regretter l'incroyable niveau de dépenses publiques, trop élevé, qui est atténué un peu aujourd'hui. Exemple, les collectivités locales, après leur avoir fait subir une forte baisse de leur dotation, ont fait subir une moindre baisse pour la dernière année. C'est plus agréable, mais ça ne change rien au fait que c'est une mauvaise politique qui a créé une chute de l'investissement. Donc un budget plus vrai, sur lequel les Français puissent s'appuyer, c'est ce que nous demandons, et les conditions ne sont pas réunies pour avoir un débat de qualité cette année. Pardon, Marie-France Beaufils, on n'a plus beaucoup le temps. Merci à tous les quatre. En tous les cas, vous aurez pu vous exprimer sur le plateau de Public Sénat. On va d'ailleurs, je vous propose de réécouter Axelle Lemaire, puisque la secrétaire d'État en charge du numérique était auditionnée dans le cadre du projet de loi de finances par la Commission des affaires économiques sur le plan couverture numérique du territoire. La France très haut débit. Axelle Lemaire dit que ce plan s'est accéléré. Alors a-t-elle convaincu les sénateurs? La réponse en images avec les extraits de son audition sélectionnés par Alexandre Poussard. Sur le plan France très haut débit, nous avons pris à la fin de l'année dernière, c'était il y a un an, une décision, celle d'accélérer le déploiement du plan avec des résultats très concrets sur le terrain. Pour cela, il fallait renforcer, c'est tout bête et c'est tout simple, mais ça commençait par cela, les moyens d'instruction de l'État, notamment au sein de l'Agence du numérique qui a été créée également l'année dernière. Nous avons doublé le nombre d'agents qui travaillent dans ces équipes afin d'accompagner les projets présentés par les collectivités locales. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, le rythme d'instruction de ces projets a doublé par rapport à l'année dernière, et ce sont 12,5 milliards d'euros qui sont mobilisés pour construire 8 millions d'accès, de prises à la fibre optique dans les territoires ruraux. J'insiste sur le fait que nous parlons des territoires ruraux lorsque nous parlons du plan France très haut débit, puisque le choix qui est fait par le gouvernement, c'est de consacrer la totalité des financements publics, qui soient ceux des collectivités locales, ceux de l'État ou ceux de l'Europe, aux zones rurales, considérant que la concurrence, elle joue à plein dans les zones plus denses démographiquement et qu'il faut aller là où les besoins sont les plus forts. Au total, nous avons un an d'avance sur l'objectif qui avait été fixé, qui était de couvrir la moitié de la population en 2017. Ça sera à la fin 2017, ça sera fait à la fin 2016, ce qui signifie que l'objectif de 100% de la couverture d'ici 2022 devrait être atteint. Il ne s'agit pas ici d'un exercice d'autoglorification pour l'État, parce que le rôle des collectivités locales est absolument fondamental. Et lorsqu'on rencontre les acteurs des territoires, les entreprises, les artisans, les particuliers, et qu'on leur dit l'objectif c'est 2022, alors qu'on pensait que la réponse allait être satisfaisante, ils nous disent mais vous êtes complètement à côté. Complètement à côté. Il y a une forme d'exclusion de ces territoires, de ces activités, de ces entrepreneurs et de la vie au quotidien. Pour certaines entreprises, elles sont exclues du marché public, puisque le marché public oblige d'avoir des accès qu'ils n'ont pas là où ils sont. Vous parlez des entreprises du futur, de French Tech, c'est un autre monde pour eux. Ils s'en sont exclus. Ils n'ont pas d'autre choix de quitter ces territoires quand on leur répond que 2022, c'est l'objectif. Alors, ma question, elle est simple. C'est aujourd'hui, par rapport à l'ambition budgétaire, on n'est pas à la hauteur des exigences pour ne pas provoquer cette rupture, cette exclusion de ces territoires. Même si on pouvait s'en satisfaire, eh bien, effectivement, aujourd'hui, les acteurs, ils vous disent non, vous êtes complètement à côté. Ce qui inquiète les entreprises, c'est l'échéance 2022. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons demandé, par tous les moyens possibles, d'accélérer le plan France très haut débit. Ça a commencé par une modification du cahier des charges. Donc aujourd'hui, lorsqu'on donne des financements de la part de l'État, les collectivités ont l'obligation de fibrer en premier les entreprises.
ou à défaut d'aller au moins les couvrir avec un Internet en haut débit. Mais nous avons donné la priorité comme condition de financement aux entreprises. Nous avons allégé d'un point de vue réglementaire tout ce qu'il était possible d'alléger pour pas qu'il y ait d'obstacles supplémentaires au déploiement de la fibre. Nous avons, au plan budgétaire, je vous l'ai dit, et financier, accéléré l'instruction. Donc là, très franchement, et je rejoins Bruno Sido, la balle est dans le camp des collectivités. Le choix qu'a fait l'État, c'est de leur faire confiance et de les accompagner et de financer les projets qui vont bien. Et donc, on ne peut pas d'un côté nous demander la confiance, la décentralisation, le partenariat, et de l'autre, se plaindre lorsque ça n'avance pas assez vite. Après, moi ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une très forte méconnaissance de la part de nos concitoyens de la réalité que sont ces chantiers. Le téléphone fixe, ça a mis au minimum 25 ans à être déployé. La fibre, il faut la produire. Aujourd'hui, on est en sous-capacité de production en France, alors qu'on a des entreprises qui font ça. On est obligé de l'importer d'Europe de l'Est pour remplir les besoins des entreprises. Les ouvriers, il faut les former. Et très souvent, il faut les former au déploiement de la fibre et donc les reformer. Et on va chercher notamment des ouvriers du bâtiment pour leur expliquer comment travailler sur ces chantiers d'infrastructure. Et donc c'est vrai qu'on a beau accélérer dans tous les sens et par tous les moyens, au final, ça reste un grand chantier d'infrastructure et ça prend du temps qui est inacceptable, et j'en suis très consciente, pour des entreprises qui ont le couteau sous la gorge et qui nous disent si on ne peut pas transmettre des datas ou communiquer avec nos clients, comment on fait? Et donc là, on est effectivement dans une course contre le temps, et je crois que le rôle des sénateurs et des élus locaux plus généralement, c'est de se tourner vers leur département quand ça n'avance pas assez vite et d'en faire un sujet public. Je voudrais vous demander, Madame la Ministre, pourquoi vous ne publiez pas un tableau de bord précis sur la nature des projets en France entière, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Où en est-on? Où en est-on? Et avec un tableau de bord, vous le savez, l'Agence du numérique doit le savoir, un tableau de bord précis sur les réalisations prévues et sur les réalisations réalisées, année par année, dans les zones amies où on n'y voit plus clair. On a beau inventer des zones conventionnées, on ne sait pas où on va. On a beau parler de zones fibrées, on ne sait pas où on va. Tout ça, c'est du vocabulaire. Nous voudrions des tableaux de bord, à la fois dans les villes comme dans les campagnes. Vous allez sur france-thd.fr, un outil de transparence sur les déploiements de réseaux d'accès à Internet. Non seulement ça donne l'état de l'art aujourd'hui dans tous les territoires, vous rentrez le code postal ou le nom de la commune, accéder à l'observatoire, mais ça donne aussi les projets de déploiement jusqu'à leur stade final pour toutes les technologies. Donc là, vous avez le DSL sur cuivre, le câble, la fibre, le WiMAX radio et le satellite. Nous ne faisons pas de discrimination satellitaire. Et donc cet observatoire, moi j'ai beaucoup insisté pour que nous le créions. Et je dois dire que l'article de la loi République numérique consacré à l'open data, de la couverture mobile des opérateurs, ça va être vraiment un pas de plus dans la connaissance de la qualité de la couverture, pas que la quantité de la couverture en fonction des critères qui nous sont transmis par les opérateurs eux-mêmes. Ils auront désormais l'obligation de mettre en accès ouvert, public, la réalité du service de couverture mobile qu'ils offrent dans les territoires. Donc là, ce dont je vous parle, c'est pour le fixe, ça existe, c'est là. – 17h33, toujours en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Bernard Cazeneuve à la peine devant les sénateurs venus défendre la création d'un méga fichier qui suscite de nombreuses inquiétudes. Le ministre de l'Intérieur propose la mise en place de plusieurs garde-fous, mais cela suffira-t-il à convaincre? On posera la question à nos invités. Le Sénat n'examinera pas le budget. La droite sénatoriale va même jusqu'à refuser la lecture du texte du gouvernement. C'est une première et un geste fort pour marquer son opposition à la politique budgétaire de la gauche. Les réactions dans cette édition. La droite ira en revanche au bout de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La discussion a débuté en séance. Marisol Touraine accuse la majorité sénatoriale de vouloir revenir sur de nombreuses avancées sociales, comme Donald Trump veut le faire avec l'Obamacare. Vous l'entendrez dans
dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Quel sera le candidat de la gauche en 2017 ? Une primaire doit départager les prétendants les 22 et 29 janvier prochains. Un sondage BVA publié ce jour vient alimenter l'hypothèse Valls pour mener la bataille du PS à la présidentielle. Le Premier ministre est donné vainqueur dans tous les cas. Le décryptage de Quentin Calmé. Premier enseignement de ce sondage sur la primaire de la gauche, François Hollande serait battu par Arnaud Montebourg, 48% contre 52% pour l'ancien ministre du redressement productif. Mais si Manuel Valls était candidat, il prendrait le dessus sur son adversaire déjà déclaré. Il est candidat, Manuel Valls ? J'ai pas vu de candidature officielle encore, donc et puis c'est un premier sondage. Non, mais moi, je suis très confiant dans la candidature d'Arnaud Montebourg, donc on va laisser venir une candidature éventuelle. Et puis s'il y a un bon débat démocratique, ce sera utile à la primaire de la gauche, donc pas d'inquiétude. Manuel Valls mieux placé également face à Emmanuel Macron au second tour de la primaire si l'ancien ministre de l'économie acceptait d'y participer. Un sondage qui donne le sourire aux proches du Premier ministre. Moi je sens un mouvement aujourd'hui qui existe face à cette interrogation, et encore plus depuis malheureusement cet ouvrage dont chacun parle encore aujourd'hui, dont on va encore parler, qui a ébranlé l'institution présidentielle et posé question auprès de nos compatriotes. Dans l'hypothèse d'un affrontement, Emmanuel Macron mettrait en difficulté François Hollande. Ce serait un coude à coude au second tour. Emmanuel Macron, il n'est pas question qu'il aille à la primaire de la gauche, donc il est hors champ. Je ne vois pas pourquoi les sondages le prennent en compte. Il est hors champ. Il ne se présentera pas à la primaire de la gauche parce que ça délégitimerait tout le discours qu'il tient sur les partis politiques. Enfin, dernier enseignement de ce sondage, à 2 mois de ce scrutin prévu le 22 janvier. Si les Français sont une majorité à être au courant de cette primaire, seuls 3 sur 10 avouent s'y intéresser. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, peut-être dès demain. L'ancien ministre de l'économie fera une déclaration à la presse demain matin depuis le campus des métiers de l'entreprise à Bobigny. Selon son entourage, le fondateur d'En Marche devrait déclarer sa candidature à la présidentielle de 2017 à cette occasion. Voilà pour la primaire de la gauche. Et à droite, à 5 jours du premier tour, les candidats multiplient les meetings. Nicolas Sarkozy sera ce soir à Nice. Hier, Alain Juppé a rempli le Zénith de Paris. Le maire de Bordeaux qui reste toujours en tête des sondages et qui refuse de changer sa stratégie. On l'écoute. Depuis quelque temps, c'est bien normal, je concentre sur moi toutes les attaques, celles de mes adversaires et pas que. Les plus récentes sont particulièrement ignominieuses. Eh bien, si leurs auteurs croient me déstabiliser, ils se trompent. Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai. Et quant à eux, ils récolteront la défaite et par surcroît le déshonneur. Et dans notre multiplex, direction la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur Les Républicains, soutien d'Alain Juppé, François Grosdidier. C'est à vous. Absolument, Delphine, bonsoir. François Grosdidier. Alain Juppé, donc Bonsoir. Delphine vient de le dire, Alain Juppé que vous soutenez reste en tête des sondages à 5 jours du premier tour, mais il perd du terrain, il cède du terrain à François Fillon. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le camp Alain Juppé, on a peur de cet effet Fillon? Non, d'abord, il n'y a aucune inquiétude, il n'y en a jamais aucun. Alain Juppé est vacciné depuis 1995 contre les sondages, donc il a toujours fait campagne indépendamment des sondages. C'est vrai qu'on pouvait même estimer François Fillon un peu sous-estimé. Donc aujourd'hui, il remonte. Je ne crois pas que ça bouleverse la donne. Est-ce qu'il faut qu'Alain Juppé durcisse encore plus son discours dans cette dernière ligne droite? Mais durcir, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un fantasme sarkozyste qui laisse penser que Alain Juppé est un centriste mou. Il ne l'a jamais été. Le secrétaire général du RPR, le Premier ministre de Jacques Chirac, le fondateur de l'UMP, aujourd'hui soutenu par des gaullistes comme Pierre Mazeaud, comme Jean-Louis Debré. C'est ça, d'abord, son enracinement. Donc, centriste mou, c'est une pure invention, c'est un coup de campagne. Après, durcir sur le fond du projet,
je veux dire, il est plus ferme, plus déterminé même que le programme de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy veut baisser les impôts avant de baisser les dépenses, veut s'arrêter à la retraite à 64 ans, surtout pas 65, quoi, j'ai pas tout détaillé. De ce point de vue, Alain Juppé et François Fillon sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus proches sur les mesures de redressement. Alors beaucoup et même sur la sécurité, le projet d'Alain Juppé est beaucoup plus convaincant. C'est pas parce qu'il parle le plus fort que celui qui parle fort et qui a l'action en retrait est moins crédible que celui qui parle juste et qui a l'action conforme derrière. Voilà, donc il n'y a pas, je crois, à durcir, à raffermir, à crier plus fort pour attirer les électeurs qui voudraient une action plus déterminée. Enfin, néanmoins, on sent quand même une certaine fébrilité de la part d'Alain Juppé. Hier, on l'a entendu tacler François Fillon sur sa proposition sur les fonctionnaires, en jugeant que la réduction du nombre de fonctionnaires promise par François Fillon n'est pas possible. Non, 600 000, on peut en discuter. Moi, je crois effectivement que 600 000, ce n'est pas possible. Sauf s'il met les emplois aidés, s'il met plein d'autres choses dedans, mais il faut le dire. Il ne faut pas que ce soit le concours de l'épine. C'est-à-dire que le premier problème d'Alain Juppé, c'est de ne dire que ce qu'il va tenir. Voilà. Je pense que François Fillon a cette idée. Et 600 000, ça ne nous paraît pas réaliste, on peut le dire. Si on en avait déjà 100, 200, 300 000 et qu'on amorce cette décrue, ce serait déjà énorme. Si l'État cesse de s'occuper de tout ce que font les départements et les régions, ce serait déjà pas mal. C'est déjà une révolution. Donc je crois qu'il faut qu'on reste crédible, mais c'est pas taclé, c'est du débat normal. C'est pas de la méchanceté que de discuter des chiffres. Et puis il y a un autre souci, c'est comment comptez-vous rallier ces partisans de François Fillon lundi matin, au lendemain du premier tour, si aujourd'hui vous attaquez trop durement leur champion? Mais il ne s'agit pas d'attaquer. D'abord, il n'y a aucune attaque personnelle contre François Fillon. Et il y a une discussion sur les programmes. On peut l'avoir avec chacun. Effectivement, il y a des variations qui sont plutôt à la marge. 80% du projet est commun. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup plus de similitudes qu'on ne le dit entre Alain Juppé et François Fillon. François Fillon va plus loin sur certaines choses. Ça nous semble difficilement tenable. Avec Nicolas Sarkozy, c'est tellement flou qu'on a du mal. Nicolas Sarkozy, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Doubler les portions de frites, on sait. Il n'y a pas grand-chose de beaucoup plus sérieux. Donc, au deuxième tour, d'abord, il ne s'agit pas déjà de présumer de l'échec de l'un ou de l'autre. Je crois que ce serait inconvenant. Chacun a sa chance au premier tour. On verra le soir du premier tour. Et le lendemain matin, c'est au candidat de se prononcer. Puis chaque électeur est grand garçon ou grande fille. Je crois que c'est chaque électeur, de toute façon, qui se détermine aussi individuellement, indépendamment des consignes de vote. Très bien, merci beaucoup. On a bien compris. Le premier adversaire d'Alain Juppé reste Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup. Non, c'est le Front National et le Parti Socialiste. Dans cette primaire, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup, Saveria, pour cette réaction. Et en bref, dans un entretien filmé par Mediapart, Ziad Takieddine, l'homme d'affaires franco-libanais, dit avoir apporté au ministère de l'Intérieur fin 2006 et début 2007 plusieurs valises d'argent liquide préparées par le régime libyen pour un montant total de 5 millions d'euros. Démenti formel des avocats de Claude Guillon et de Nicolas Sarkozy qui annoncent des poursuites judiciaires, notamment en diffamation. Au Sénat, on s'achemine vers un rejet du projet de loi de finances sans examen de la partie recettes du texte. Une première, la droite sénatoriale qui a jugé insincère la plupart des crédits examinés en commission veut marquer fortement son opposition aux orientations budgétaires du gouvernement. Cécile Sixou. Ce serait une première. Le groupe républicain du Sénat envisage de rejeter le projet de loi de finances sans même l'examiner. L'idée pour le moment, c'est plutôt en réalité une motion préjudicielle qui permettrait de rejeter l'ensemble sans même rentrer dans le débat. C'est-à-dire qu'il y aurait la discussion générale, mais il n'y aurait même pas d'entrée dans les recettes. Un moyen pour la majorité sénatoriale de dénoncer le budget irréaliste du gouvernement qui s'est basé sur des prévisions de croissance de 1,5%. Le Sénat s'adapte au fait que le gouvernement a présenté un budget dont les chiffres ont été largement contestés par le Haut Conseil des finances publiques, un budget qui est un budget purement électoral, voire électoraliste, qui a d'ailleurs vocation à ne pas s'appliquer puisque quel que soit le gouvernement du mois de mai prochain, il reverra profondément la copie. C'est sans doute sans précédent, à quelques mois des élections, d'avoir une construction budgétaire qui soit aussi instable et qui, visiblement, est plus destinée à assurer la campagne électorale de M. Hollande ou de M. Valls, on ne sait pas, mais qui n'est pas destinée à être une loi de finances qui pourra être exécutée tout au long de l'année prochaine. Pour Michèle André, la présidente socialiste de la Commission des finances, cette décision est une posture politique qui risque d'affaiblir le Sénat. Le Sénat prouverait qu'il ne sert à rien,
puisque la loi de finances serait quand même adoptée à l'Assemblée et que toute l'expertise et l'intelligence ajoutée qu'apporte le Sénat dans la commission ne seraient pas prises en compte. Le budget sera tout de même décortiqué et voté en commission des finances et la motion de rejet devrait être débattue en séance le 24 novembre. Et en revanche, le Sénat ira jusqu'au bout de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l'examen a débuté justement cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Alors pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la tribune de presse. Tam, on a vu Marisol Touraine, la ministre de la Santé, à l'offensive tout à l'heure. Elle s'est attaquée notamment aux propositions des candidats à la primaire de la droite. Et oui, on avait beaucoup entendu Marisol Touraine vanter son bilan sur le budget de la sécurité sociale, cela depuis le début du mois de septembre. Ce fameux retour à l'équilibre, en tout cas du régime général, à 400 petits millions de l'équilibre. L'épaisseur du trait, disait-elle, par rapport aux 500 milliards que représente le budget de la Sécu. Bref, pour elle, la gauche est meilleure gestionnaire des données publiques que la droite. Mais la nouveauté, vous l'avez dit, lors de la discussion en séance publique, c'est qu'elle s'en est pris à la droite, dont elle a énuméré certaines propositions. Les propositions de certains candidats à la primaire, par exemple, l'idée de 40 € d'amende pour un passage indu aux urgences ou encore 30 € d'amende pour une consultation non respectée, des mesures qu'elle juge incohérentes et extrêmement complexes, impossibles à mettre en place. La droite qu'elle accuse de vouloir privatiser le système de santé. Écoutez. Vos candidats proposent de 6 à 20 milliards d'euros d'économies par an et proposent de concentrer la sécurité sociale sur les pauvres. Mesdames et messieurs les sénatrices, sénateurs, c'est le retour au système américain d'avant l'Obamacare. Au moment où certains aux États-Unis, y compris le président élu, semblent revenir sur ces promesses de suppression de l'Obamacare, vous ne faites rien d'autre que d'annoncer benoîtement la fin du modèle français, pourtant unanimement considéré comme l'un des plus solides. Vous avez donc entendu à Marisol Touraine à la fin du modèle français, rien que ça, la ministre de la Santé qui sort donc l'artillerie lourde pour démolir la droite. Elle a fait donc référence à Donald Trump. Vous l'avez entendu simplement pour dire que lui semblerait peut-être reculer sur l'abrogation promise de l'Obamacare, alors que la droite, selon la ministre, propose de s'en prendre aux plus pauvres. Bref, vous l'avez compris, la campagne présidentielle est déjà dans tous les esprits. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Et à présent, on continue notre multiplex avec Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour parler justement de la position de la droite sur le budget de la sécurité sociale. Vous êtes avec Alain Milon, c'est le président de la commission des affaires sociales ici au Sénat. Alain Milon, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement Marisol Touraine présente donc ce budget de la sécurité sociale, le premier budget en équilibre depuis 10 ans. La droite, vous dénoncez au contraire un budget insincère. En quoi est-il insincère ce budget ? Ouh là là, en beaucoup de points. Je crois que Marisol Touraine présente ce budget de la sécurité sociale en équilibre en oubliant par exemple, le Fonds de solidarité vieillesse, qui lui est en déficit de 3,8 milliards. À chaque fois que nous présentions des budgets jusqu'à présent, le FSV était intégré au déficit. Là, on le retire et on présente un budget soi-disant en équilibre. Premier point, 3,8 milliards non comptabilisés et qui sont en déficit au niveau du FSV. Deuxième point, le budget santé réclame un effort aux professionnels de santé, que ce soit les hôpitaux ou les professionnels libéraux, de 4 milliards. Or, tout le monde considère que 2017 sera une année plus difficile que 2016 au niveau de la santé et qu'il y a des risques de dérapage au niveau des consultations, au niveau des maladies, etc. Donc cet effort de 4 milliards supplémentaires par rapport à 2016, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la commission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, tout le monde envisage que ces 4 milliards ne seront pas tenus. Donc nous, on pense que le déficit sera de l'ordre de 7 milliards, 3,8 milliards. Donc les prévisions de croissance du gouvernement sont fausses. Les prévisions de croissance pour 2017, sûrement pas. Croissance de la masse salariale, pas croissance du PIB. Croissance de la masse salariale à 1,5, 1,8, on pense que c'est tout à fait faisable. Ce qui n'est pas faisable, c'est les prévisions de croissance pour 2018, 2019, où là, on va jusqu'à 4% de croissance de la masse salariale, ce qui, bien évidemment, est souhaitable, mais ce qui n'est pas envisageable avec ce qui se passe actuellement au niveau de la crise économique dans le pays. Mais pour revenir
au budget de la sécurité sociale, il y a aussi des ponctions qui sont faites sur différents comptes qui, eux, marchent pas trop mal, comme le compte de formation des personnels hospitaliers, où on prend 150 millions par an en 2016 et en 2017. Et puis, il y a, compte non tenu de l'augmentation du point d'indice des personnels hospitaliers, ce qui va représenter à peu près 1 milliard de dépenses supplémentaires, et compte non tenu de la nouvelle convention médicale, où la consultation des médecins, et c'est une justice, passe de 23 à 25 euros. Très bien. Très rapidement, une dernière question. La majorité sénatoriale présente ses propres orientations sur ce PLFSS. La droite aurait vraiment fait mieux que la gauche. Marisol Touraine accuse justement la majorité sénatoriale de vouloir revenir sur de nombreuses avancées sociales. Elle l'a dit tout à l'heure à la tribune. Oui, si on considère qu'une avancée sociale, c'est la suppression des allocations familiales aux familles moyennes, moi je considère que ce n'est pas une avancée sociale. Si on considère que l'avancée sociale, c'est la modification du quotient familial, ce n'est pas une avancée sociale, bien au contraire, c'est un recul social par rapport au reste. Où il y a des modifications à faire, c'est sur les ressources et les recettes de la sécurité sociale. Pour l'instant, elles sont toujours basées uniquement sur les cotisations dû au travail. Avec le nombre de chômeurs qu'il y a actuellement et de gens sans travail, c'est difficile de faire cotiser des gens qui n'ont pas de travail. Donc il y a là un problème qu'il faut résoudre, et c'est ce problème-là que nous essayons de résoudre, tout en maintenant le principe général. On a de la sécurité sociale ce dont on a besoin et on paye en fonction de ses moyens. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Et à l'occasion de la semaine pour l'emploi des handicapés, focus sur une agence de communication qui n'hésite pas à recourir à des personnes sourdes ou malentendantes, graphistes, web designers, maquettistes dans une boîte de communication. C'est une agence pas comme les autres. Regardez. Ici, pas de téléphone fixe à chaque coin de table. Dans cette agence de communication parisienne, la majorité du personnel est sourde ou malentendante. Sur 14 salariés, 10 vivent avec un handicap. Estelle, comme ses collègues, ne travaille jamais après 19h, ni les week-ends. Et pourtant, l'agence répond aux mêmes exigences et délais que la concurrence. J'ai pas le sentiment qu'on travaille moins sous prétexte qu'on travaille chez Sapmouche. Par contre, on travaille avec un cadre légal qui est très respecté. Tout est pensé pour minimiser le stress. Et contrairement aux idées reçues, le bruit est pénible à supporter pour une personne malentendante. S'il y a un bruit de fond récurrent comme une imprimante ou un serveur, des choses comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en termes de concentration, on est un petit peu perturbé. Sonia est arrivée récemment dans l'entreprise. Après 10 ans en milieu ordinaire, elle apprécie le contact avec ses nouveaux collègues. Personne sourde oralise, c'est-à-dire elle parle mais elle ne m'entend pas. Donc ce qui m'oblige moi à articuler davantage, ce que je ne fais pas souvent. Donc finalement c'est un travail pour moi. Lancée il y a 6 ans, l'agence agréée Entreprise Adaptée enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €. Pour la fondatrice Marie-Hélène, le handicap peut aussi être une richesse. Les personnes sourdes, depuis leur naissance, en fait, elles essayent de communiquer le message essentiel à la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, le message essentiel, la cible, ils le font avec quoi? Avec leurs moyens, ça veut dire un ou deux mots qui leur paraissent très forts et synthétiques, ou un picto et un visuel. Ça, c'est la base de la communication, c'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos clients dans tous nos projets. L'objectif de Marie-Hélène, que l'entreprise se développe et vive après son départ, mais aussi que ses salariés aient envie de monter dans la hiérarchie et pourquoi pas se fassent embaucher par la concurrence. Stéphane Forgeron, administrateur à l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Stéphane Forgeron. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, il est de plus en plus difficile de trouver de l'emploi pour les personnes victimes de handicap. Pourquoi, selon vous ? En fait, il y a quand même différents facteurs qui expliquent que les personnes handicapées aient des difficultés à trouver un emploi. Et elles ne sont pas forcément liées à la crise, contrairement à ce qu'on aimerait
nous faire croire. C'est tout simplement que la personne handicapée aujourd'hui n'est toujours pas considérée dans le monde de l'entreprise comme une personne rentable. Le handicap continue de faire peur. Il génère beaucoup de stéréotypes. Et en dépit de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées depuis maintenant 20 ans, nous n'arrivons pas à faire diminuer ces stéréotypes. Et bien souvent, je dirais que handicapé égale malade, alors que la plupart des personnes handicapées, fort heureusement dans ce pays, n'ont absolument aucune maladie. Est-ce que c'est propre à la France ou c'est quelque chose que vous voyez sur d'autres pays européens? Moi, j'ai travaillé à l'étranger, c'est vraiment propre à la France. C'est vraiment historique et on le voit même aujourd'hui quand on regarde notre cadre législatif, il est très imprégné de médical, de médico-social, ce qui fait que finalement notre cadre législatif donne raison à toutes ces a priori qu'on peut avoir sur les personnes handicapées en France. Alors, vous êtes vous-même malvoyant, vous travaillez comme auditeur interne. En quoi consiste votre travail ? En fait, j'audite les filiales d'une banque en France et à l'international. Et l'objectif, comme je dirais tout à chacun, comme toute personne handicapée ou pas du reste, c'est de faire son métier comme tout à chacun à travers l'adaptation d'un poste de travail. Et dans le cas d'une personne malvoyante, c'est avant tout l'adaptation informatique du poste de travail. Vous disiez tout à l'heure que c'était propre à la France. Quand vous voyagez, le regard des gens sur votre handicap, il est comment? Il est différent de ce que vous sentez ici dans notre pays? Oui, parce que beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons et les pays scandinaves, voient d'abord une personne handicapée comme une personne avant d'être considérée comme un handicapé. Ces personnes sont vraiment, sont reconnues socialement avec des droits. Ce qu'on aime jauger chez elles, c'est leur capacité restante, c'est leur potentiel et non leurs incapacités. Il y a une forte hausse du chômage chez les invalides, notamment depuis 2012. Vous qualifieriez comment le bilan de François Hollande en la matière ? Il est désastreux malheureusement parce que non pas à cause de lui en tant que tel, mais plus le fait que... Sur la politique qui a été menée ? En fait, oui, c'est la politique en ce sens où il n'y a pas eu de politique. Ouais. C'est ça qui est le plus grave. Et pourtant, il y a eu des plans handicap. C'était pas le... Mais alors, les plans handicap... Dans les 2 premières années, il y a eu plusieurs plans. Mais c'est des plans qui sont liés par rapport à un handicap donné et qui ne sont pas forcément orientés vers l'emploi. Donc ça explique aussi le fait que l'emploi en France, dans ce pays, notamment pour les personnes handicapées, ce n'est pas une priorité. Et beaucoup de gens vous disent du reste que finalement les personnes handicapées vivent d'allocations. Pourquoi devraient-elles travailler? Donc on a plus des politiques qui sont orientées sur l'assistanat des personnes handicapées que véritablement vers des logiques d'insertion professionnelle. Voilà, vous aimeriez, vous, qu'il y ait plus d'insertion professionnelle, peut-être plus de formation, plus également d'alternance dans l'emploi. C'est ça qui permettrait aussi de faire débloquer la situation? La première difficulté, c'est en France, c'est que historiquement, les personnes handicapées n'avaient pas accès à l'éducation. On oublie tout simplement de dire que, avant de parler de formation professionnelle et avant de parler d'emploi, c'est que la base, c'est l'éducation. Alors aujourd'hui, on commence très timidement à faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à l'école. On parle d'inscription, mais les personnes handicapées ne sont pas forcément scolarisées, ou alors elles sont scolarisées à mi-temps. Donc elles ont très peu de chances d'accéder au collège, au lycée, et encore moins à l'université. Et quant à la formation professionnelle, qui à mon sens est un élément clé de la réussite, aujourd'hui, les personnes handicapées, pour la plupart, éprouvent les plus grandes difficultés à accéder en milieu ordinaire à des dispositifs de formation professionnelle. Donc, en fait, on retrouve l'explosion du chômage des personnes handicapées et en fait, les causes, il faut les chercher en amont, avant de les chercher dans les entreprises. Oui, c'est ça. Et je voulais demander quand même si les entreprises en font assez aujourd'hui. À mon sens, elles n'en font pas assez, en ce sens où elles se privent de beaucoup de compétences. Elles ont peur ? La peur existe, c'est une problématique récurrente qu'on peut constater avec la Semaine pour l'emploi depuis une vingtaine d'années. Elles n'ont pas confiance. Je résumerai ça en une problématique qu'elles n'ont pas confiance envers les capacités des personnes handicapées, parce que dans ce pays, les personnes handicapées sont considérées comme des personnes différentes. Est-ce que vous jugez que les fonds
parce que l'argent c'est aussi très important pour les entreprises ou même pour les associations. Est-ce que les fonds sont suffisants? On a parlé d'un fonds de 5 millions d'euros dans un dispositif qui a été lancé il y a peu de temps. Alors le dispositif que vous évoquez, en fait, il n'a pas encore été lancé. C'est le dispositif concernant l'emploi accompagné. Qui a été voté dans la loi travail. Alors qui a été voté, mais on attend le décret d'application. Donc c'est pour ça qu'il devrait être lancé en début d'année prochaine. Il faut savoir que le fonds d'amorçage de 5 millions d'euros, ça concernerait 600 personnes à peu près qui seraient suivies. Il faut savoir que 600 personnes, il y a aujourd'hui plus de 500 000 personnes handicapées au chômage en France. Merci beaucoup Stéphane Forgeron. Je vous rappelle que vous êtes administrateur pour l'association pour l'insertion sociale et votre métier, c'est auditeur interne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup, Mickaël. Conférence de presse commune avec Axel Lemaire, audition devant les commissions des lois des deux assemblées, débat parlementaire. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, multiplie les interventions pour faire passer la pilule suite à la parution d'un décret autorisant la création d'un méga-fichier. Et le ministre de l'Intérieur, entendu par les sénateurs ce matin, a bien du mal à convaincre. Explication Sandra Serquera. Rassuré encore et encore, accusé d'avoir court-circuité le Parlement en créant le méga-fichier par décret, Bernard Cazeneuve est venu ce matin répondre aux questions des sénateurs. Il a assuré qu'un retour d'expérience sur l'utilisation de la base de données devra être communiqué au Parlement. Le gouvernement a fait quelque chose qui était utile pour les libertés publiques, qui était de nature à renforcer la sécurité au moment de l'attribution des titres. Il y a des interrogations, il y répond, c'est tout à fait normal. Face à l'ampleur de la fronde, Bernard Cazeneuve a fait machine arrière. La semaine dernière, il a proposé que les usagers puissent refuser que leurs photos ou leurs empreintes digitales figurent dans le fichier. Pour le président de la commission des lois au Sénat, ce changement pose question. Si c'est pour faire un fichier à trous, un fichier perforé, quelle fiabilité va-t-il avoir ? Comment être sûr qu'il va bien remplir son rôle pour éviter les falsifications d'identité, l'imposture, des usurpations d'identité? Ça nous inquiète. Le ministre nous a répondu, mais il y aura toujours le fichier manuel. Mais on a envie de dire, tout ça pour ça, nous nous interrogeons sur la cohérence de ce que le gouvernement a décidé. Le travail de pédagogie continuera demain après-midi au Sénat, avec un débat en séance publique, en présence du ministre de l'Intérieur. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Yann Bonnet, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. Merci d'être avec nous. Jacques Bigot est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur socialiste du Bas-Rhin. Et Claude Malhuret, bonsoir. Sénateur Les Républicains de l'Allier. Vous deux, vous avez assisté ce matin à l'audition de Bernard Cazeneuve. On va bien sûr en parler. Claude Malhuret, est-ce que vous avez été rassuré par les propos du ministre de l'Intérieur qui a quand même revu sa copie et qui propose plusieurs garde-fous pour entourer la création de ce fichier? Alors, rassurer n'est pas le mot. J'ai constaté avec satisfaction qu'un certain nombre de positions du ministre de l'Intérieur avaient changé, qu'il y avait une ouverture, par exemple, sur l'optionnalité de pouvoir entrer dans la base des éléments biométriques pour ceux qui demandent une carte d'identité. En revanche, si vous me posez la question, rassurer, non, je ne suis pas rassuré parce que mes critiques allaient tout simplement au fait de constituer une base de données de l'ensemble de la population française, c'est quelque chose qui est porteur de risques, quoi qu'il arrive. Je n'ai aucun soupçon sur la volonté du ministre de l'Intérieur actuel de ne pas se servir de cette base pour identifier l'ensemble de nos concitoyens, la possibilité d'identifier tous nos concitoyens, mais en revanche, ça ne me rassure absolument pas sur le fait que demain, cette base, ou plutôt ces deux bases de données existent et qu'on peut passer assez facilement techniquement dans un autre gouvernement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la situation dans le monde n'est pas si évidente que cela, qu'on puisse passer demain de l'authentification à l'identification. Sur ce sujet, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs beaucoup d'informaticiens sont très hésitants là-dessus, ait apporté des éléments qui rassurent. Yann Bonnet, c'est effectivement aussi un reproche du Conseil national du numérique qui avait demandé la suspension de la création du décret
Sénat autorisant la création de ce méga-fichier. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir. Et quelle sera l'utilisation, la finalité de ce fichier, bien si on change notamment de gouvernement? Oui, et effectivement, le Conseil, la commission consultative a souhaité s'exprimer sur le sujet et a appelé à une suspension du décret, le temps qu'on puisse activer un certain nombre d'experts, parce qu'il nous semblait sur la forme qu'il était extrêmement nécessaire d'avoir la position de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, de la DINSIC, aussi que la CNIL continue à contribuer dans le débat, car il me semble extrêmement important d'avoir une étude d'impact sur les différentes possibilités qui existent. On ne remet pas du tout en cause les finalités d'authentification, mais on pense que sans une étude d'impact avec un certain nombre de chercheurs et d'experts, il y a des risques assez importants. On pourra revenir là-dessus sur une centralisation, notamment des éléments biométriques dans une balle. Avant d'aborder la sécurité des données, on va rester sur les problématiques juridiques. Jacques Bigot, c'est vrai que ça va susciter des convoitises. On voit bien si l'utilisation de ce fichier, pour l'instant, est réservée à certains fonctionnaires, seuls ceux qui s'occupent justement des traitements des cartes d'identité. Est-ce qu'on peut craindre des dérives justement en la matière? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que l'objectif du ministre est double. C'est de sécuriser d'abord les pièces d'identité. Il nous a rappelé qu'il y a chaque année 800 000 cartes d'identité qui sont perdues et qui sont susceptibles d'être falsifiées. Et on sait aujourd'hui que la vérification et le contrôle de l'authentification des cartes d'identité est un problème sérieux et important. Tout le monde en est conscient. L'autre point, c'est la facilité du renouvellement des pièces d'identité, grâce notamment au fait que des données biométriques sont conservées et permettent plus rapidement de renouveler les pièces d'identité. C'est aussi une demande des concitoyens. Et puis, il y a la même demande des concitoyens de sécurité, de ne pas être fichés, de ne pas avoir les renseignements. Je rappelle que la loi de 2012 a été retoquée par le Conseil constitutionnel précisément parce qu'il y avait des risques d'atteinte à la liberté individuelle à laquelle nous sommes tous attachés. Donc c'est ces équilibres qu'il faut trouver. Et je pense qu'il faut remercier le ministre d'accepter ce débat, d'écouter. Qui vient peu tard, il l'a reconnu ce matin en commission des lois, Jacques Bigot. Parce que c'est la limite aussi de la Constitution. L'article 37, effectivement, la Constitution permet parfaitement, personne ne conteste, au gouvernement d'agir par décret, mais en même temps, il doit y avoir des débats qui ne sont pas forcément ceux dictés par la Constitution, qui donnent la compétence au titre de l'article 34 seulement aux législateurs. Claude Maluret. Ça me paraît un point important parce que, bien entendu, juridiquement, légalement, le gouvernement pouvait agir par décret. Mais on voit bien aujourd'hui que lorsqu'on crée une base de 60 millions de Français, ça pose un tel problème de liberté fondamentale que ce n'est pas le décret qui était adéquat. Et que le débat à l'Assemblée et au Sénat aujourd'hui, il est postérieur. J'espère d'ailleurs qu'il va pouvoir, et notamment grâce à vous, aller de l'avant. Mais j'ai entendu deux mots importants, le mot étude d'impact et le mot Conseil constitutionnel. Si ça avait été l'objet d'une loi, il y aurait eu en amont ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire une étude d'impact, et il y aurait eu la censure, comme en 2012, du Conseil constitutionnel, positive ou négative cette fois, mais on aurait sécurisé techniquement et juridiquement les choses. C'est pour ça que je suis content que le débat aujourd'hui existe, mais je reproche au ministre de l'Intérieur d'avoir préparé le décret vraiment de façon... Il est tombé sur tout le monde de façon complètement inattendue. Je pense que dans ce domaine-là, même si ça n'était pas une obligation, il était bien préférable de passer par la voie... Et pourtant, Yann Bonnet, pardon, alors Jacques Bigot. Je ne peux pas laisser dire ce que vous dites. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'était de la compétence du décret et du gouvernement. Et le ministre a quand même consulté la CNIL et il a été interpellé par le Conseil national numérique, fort bien. Bon, parfait. Lorsque j'entends, on est à quelques jours de vos primaires, chers collègues des Républicains, lorsque j'entends vos collègues dire nous y agirons très vite, nous allons procéder par ordonnance, les ordonnances, c'est le meilleur moyen d'éviter le pouvoir du législateur, d'éviter les études d'impact et d'aller très vite. Alors franchement, là, saluons l'initiative du ministre. On peut peut-être dire qu'elle est tardive, elle n'est pas obligatoire, mais elle est démocratiquement utile et c'est ce qu'il faut saluer. Yann Bonnet, ce que je voudrais comprendre, c'est que finalement, et c'est ce qu'on nous dit, certains sénateurs le rappelaient, la moitié du fichier existe déjà pour les passeports. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une telle levée de bouclier quand ça a été créé pour les passeports? Alors, ce fichier date d'il y a quelques années, des décisions ont été prises il y a quelques années, et dans le numérique, ça évolue extrêmement. On peut être inquiet sur ce fichier là-dessus. Nous, sur le débat, il nous semble essentiel qu'en 2016,
française, on s'appuie sur un certain nombre d'experts qui sont prêts à contribuer à solidifier. On partage les finalités, mais il faut éviter un certain nombre de risques là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur le risque et sur l'impact, en fait, l'importance de l'étude d'impact. Le risque d'une centralisation des données des données biométriques. Si on échange avec beaucoup d'experts en ce moment, il y a des choix à faire. Actuellement, on a beau sécuriser au maximum, on a des très bonnes compétences en France avec l'ANSSI et compagnie, mais il faut voir à l'étranger, il y a déjà plusieurs cas de base. Je pense notamment en Israël avec 9 millions de données de personnes qui sont sorties publiquement, elles étaient bien protégées. Aux États-Unis aussi, il y a un cas. Il y a eu différents cas de ce type. Et le problème, c'est que si on commence dans une base à mettre les empreintes digitales de tout le monde dans une seule base, le facteur humain, on a vu avec la NSA et Snowden, on n'arrivera jamais à l'éviter. Il y a un risque... suscite des convoitises, c'est ce que vous dites en fait. Et notamment, par exemple, le fait d'avoir toutes ces traces, ces empreintes digitales, dans l'avenir, il va y avoir de plus en plus, par exemple, de voitures qui vont être utilisées, les clés vont être biométriques. Si quelqu'un arrive à avoir accès à cette base, là, c'est toute l'authentification qui tombe et on pourra, maintenant, avec les progrès de l'impression 3D, c'est pas que du fantasme, on peut imprimer sur un certain nombre de supports. On l'a vu en Allemagne avec le Chaos Computer Club, ils ont imité un certain nombre d'empreintes. Et donc il y a un risque énorme. Et c'est pour ça que ça serait utile, moi je rejoins énormément les préconisations notamment de la CNIL, d'étudier d'autres alternatives, et notamment des fichiers décentralisés et des cartes, par exemple le système de puces qu'il y a dans les... On va y venir, puisque je crois que Claude Malhuret, vous avez beaucoup interpellé le ministre ce matin. Ça, c'est un risque de piratage, de sécurité de ces bases de données qui a été suffisamment anticipé, selon vous, par le ministère de l'Intérieur ? Je pense que alors, le ministre lui-même dit mon administration, les techniciens, je leur fais confiance. Et je pense que aujourd'hui, le Conseil national du numérique, notamment, a raison de dire il y a plus d'experts et le ministre va consulter l'ANSSI, va consulter la NCI et il a dit qu'il rendrait public leurs avis. Je pense que c'est ça ce qui est important. Et puis derrière, comme je pense que dans le débat public, nos concitoyens sauront quels sont les risques qu'ils peuvent avoir ou non. Et puis ils choisiront, puisque le ministre l'annonce, même si certains disent que ça va être un fichier perforé, ils choisiront soit d'être dans le fichier, soit de ne pas être dans le fichier en fonction des risques. Maintenant, en même temps, pour avoir entendu tout à l'heure en commission le président de la Commission nationale du numérique, les risques que des hackers puissent utiliser, etc., ne sont quand même pas non plus énormes. Donc c'est vraiment toujours trouver l'équilibre entre l'intérêt d'un côté, le risque de l'autre, et je pense que ça doit faire effectivement l'objet de débat, et le débat n'est sans doute pas fermé. Claude Malhuret, justement, sur ces alternatives qui auraient été possibles à la création de ce fichier centralisé, il y a des possibilités de fichiers décentralisés, quelles sont-elles ? Alors, moi, je ne suis pas technicien et je ne peux pas... pour moi, la solution sur laquelle il serait intéressant de travailler, plus que sur les fichiers décentralisés, c'est sur ce dont on parlait à l'instant, de la carte à puce. Parce que le ministre nous répond, la carte à puce, on ne l'a pas choisie, alors que c'est un mécanisme complètement décentralisé. Si vous volez une carte à puce... Ça coûte trop cher. Voilà, vous volez une carte à puce, c'est ennuyeux pour la personne, mais si vous hackez une base de 60 millions, c'est un problème pour le pays entier. Du jour au lendemain, vos passeports, vos cartes d'identité ne valent plus rien. C'est catastrophique. Donc c'est pas la décentralisation du risque me paraît énormément souhaitable. Je ne dis pas que c'est sans problème, mais la seule réponse du ministre consiste à dire, premièrement, les deux seules réponses du ministre, et il n'en a pas fait d'autres jusqu'alors, je ne suis pas le seul à l'avoir interrogé, c'est premièrement, ça coûtait plus cher, et deuxièmement, en cas de perte, c'est plus compliqué pour le refaire. Par rapport au problème de liberté fondamentale ou de risque de piratage que présente une base de données de 60 millions de l'ensemble des Français, ça me paraît deux arguments qui ne sont pas recevables. Donc moi, je souhaite vivement qu'on travaille aujourd'hui sur d'autres alternatives. Fichiers décentralisés, moi, je connais mal. Par carte à puce, je ne suis pas non plus un spécialiste des cartes à puce, je ne suis pas banquier. Mais enfin, aujourd'hui, il semble qu'on puisse faire beaucoup de choses, et notamment, les spécialistes disent que c'est une piste tout à fait travaillable. Je pense qu'il faudrait aller dans ce sens. Alors, Yann Bonnet, on sait que le gouvernement a mis en place des expérimentations, notamment dans le département des Yvelines. Qu'attendez-vous de ce retour d'expérience, justement ?
On va voir, il manque encore un peu d'informations, on sera très attentif et on salue le fait que la DINSIC et l'ANSSI aient été saisis. Mais il faudra faire très attention dans les prochaines semaines, notamment sur le fait de bien faire une étude d'impact. Pas uniquement pas sur la partie sécurité, mais sur la partie privacy dans son ensemble, dans la conception. Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Monsieur le sénateur, où il faut vraiment qu'on étudie les différentes alternatives, qu'on regarde le coût et les avantages et les inconvénients. Il peut y avoir un coût, on a parlé de 100 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est 100 millions d'euros si ça peut permettre de sécuriser tous ces titres qui vont être de plus en plus importants dans notre économie. Je rappelle, j'ai cru voir aujourd'hui que le budget de l'État pour l'informatique, c'est 10 milliards. 100 millions, ça reste quelque chose de raisonnable. Jacques Bigot. Le président de la commission à laquelle vous siégez, la Commission nationale numérique, nous a dit tout à l'heure que le problème de la carte numérisée, c'est que la fraude sera sans doute beaucoup plus facile. C'est-à-dire la falsification de la puce est à la portée de spécialistes et que du coup la sécurisation même du titre ne sera pas au rendez-vous. Mais c'est vrai que ce risque-là est sans doute moins grand que le risque que quelqu'un puisse se saisir d'un fichier de 60 millions d'habitants, mais en même temps, le risque que quelqu'un puisse se saisir n'est pas aussi énorme que ça, et il faut sans doute trouver les techniques pour essayer de le protéger. Donc c'est là que le débat doit être ouvert, et que je pense que la position actuellement du ministre est une position sage, qui permet aussi aux Français de choisir et d'opter. Parce qu'il ne faut pas oublier les objectifs premiers, sur lesquels on est tous d'accord. Claude Malhuret, pardon. On a entendu Bernard Cazeneuve, et ça a été réexpliqué sur ce plateau, dire que les Français donc, vont pouvoir choisir de s'opposer au transfert numérique de leurs empreintes digitales dans cette base justement. Et on a entendu aussi Philippe Bas, président de la commission des lois, dire que ça serait un fichier perforé, que ça va perdre finalement de son efficacité, notamment en ce qui concerne les usurpations d'identité. Alors là aussi, on voit bien que l'équilibre est très fragile à trouver pour justement moderniser, simplifier ces systèmes et lutter contre les fraudes. Oui. Alors, le problème de l'option ouverte aux demandeurs est un argument très dangereux, à mon avis. Parce que, d'abord, quand on va se présenter en préfecture et qu'on va vous expliquer que si vous perdez votre carte, etc., si vous avez entré vos données biométriques, ce sera beaucoup plus facile. C'est comme avec les GAFA, c'est comme avec Google. On vous expliquera que si vous donnez un certain nombre de données, vous les retrouverez beaucoup plus facilement. Et là, la plupart des gens vont dire, ben oui, si je la perds. Donc la plupart des gens vont faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas au danger de l'informatique. Ce qui veut dire qu'une petite partie des gens qui est conscient de ça va dire non. Mais toujours dans l'hypothèse, je ne fais pas de procès d'intention à ce gouvernement, bien entendu, mais toujours dans l'hypothèse demain d'un gouvernement autoritaire, etc. Ceux qui ont refusé, ils constituent eux-mêmes un fichier de réfractaires, si je peux dire, un fichier de rebelles, de suspects d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que... Alors il y en aura parmi eux qui vont expliquer qu'ils sont des scientifiques, mais des tas de gens avec un gouvernement autoritaire. Demain, pour moi, il faut que tout le monde soit traité de la même façon, parce que cet argument de l'optionnalité est en même temps un argument d'ouverture, mais c'est aussi un argument très dangereux. Ça peut demain être utilisé par un autre type de gouvernement. Et donc, de la même façon qu'une base de 60 millions de nos concitoyens, ce n'est pas obligatoirement une réponse extrêmement positive. Merci Claude Malhuret, merci Jacques Bigot, merci Yann Bonnet. On sera attentifs au débat qui aura lieu demain dans l'hémicycle du Sénat à partir de 14h30. Michel Grossior va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. L'épreuve de vérité, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat reçoit dans un quart d'heure maintenant Bruno Retailleau, président du groupe LR ici au Sénat. Oui, et nous lui demanderons si, comme son champion à la primaire, il est porté par une sorte de dynamique en ce moment. Mais non, quand même, on l'interrogera sur le programme de François Fillon et on lui demandera, avec Jean-Francis Pécresse des Échos et de Radio Classique, si ça n'est pas un programme irréaliste avec notamment des hausses d'impôts, avec une hausse de la TVA de 3% prévue par l'ancien Premier ministre. Nous lui demanderons s'il est temps que la campagne de la primaire s'achève, parce que le ton monte, on le voit, entre les différents candidats. Et puis, on l'interrogera sur le
Sénat de droite? Est-ce que le Sénat a déjà tourné la page du gouvernement avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la décision de la majorité ici de droite de ne pas aborder la question du budget présenté par le gouvernement? Puis on a envie de savoir aussi, puisque la candidature d'Emmanuel Macron est imminente, ce sera pour demain, si la candidature de l'ancien ministre de l'économie peut peser dans la campagne de la primaire de droite et du centre. Merci beaucoup Michel pour le programme. Et on en parlait à l'instant, eh bien Bernard Cazeneuve était entendu ce matin par les sénateurs. Retour tout de suite sur son audition. Premier point sur lequel je veux insister, il existe aujourd'hui un dispositif de traitement des passeports biométriques qui a été mis en place en 2008, qui repose sur une base qui est la base TES, dont il est question, et qui permet la délivrance et le renouvellement des passeports dans le contexte précis que je viens d'indiquer. Notre démarche a consisté, pour les cartes d'identité, à greffer le dispositif que nous souhaitions mettre en œuvre sur le fichier déjà existant, qui permet de traiter 29 millions de passeports, de le faire exactement selon les mêmes procédures. L'idée du gouvernement étant que, puisque cette base existe, puisqu'elle fonctionne, puisqu'elle donne toute garantie en termes de simplification, de services rendus à l'usager, de lutte contre la fraude, de sécurisation des titres, que nous pouvions utiliser cette base pour développer celle concernant les cartes d'identité. Deuxième élément que nous avions à l'esprit et sur le métier, c'est qu'il existe déjà un fichier des cartes d'identité. On fait comme s'il n'en existait pas. Il en existe un, c'est le fichier national de gestion. C'est un fichier qui a été conçu en 1987, qui repose sur une application informatique COBOL, qui est une application informatique qui a vieilli, qui est totalement obsolescente, qui ne garantit plus la sécurité des dispositifs. C'est par ailleurs une application, un fichier qui ne permet pas la traçabilité de la consultation des éléments qu'il contient, puisqu'il y a dans ce fichier à la fois une photographie et 2 empreintes digitales qui peuvent être consultées sans que nous ayons une véritable traçabilité de la consultation de ce fichier. Et par conséquent, nous avons souhaité, puisque nous ne pouvions pas activer ni moderniser le fichier existant, qui est déjà un fichier qui a permis de délivrer 59 millions de titres, nous avons décidé de greffer sur TES le dispositif de délivrance des titres sécurisés carte d'identité. Vous répondez que le traitement ne comporte aucune possibilité d'identifier une personne à partir de son données biométriques, impossibilité juridique et impossibilité technique. Moi, je vous réponds que quelles que soient les réponses d'INSIC et d'ANSSI, lorsque vous avez 2 bases de données correspondant avec des items qui sont en correspondance biunivoque, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez convoquer la DINSIC, l'ANSSI et tous les spécialistes en informatique. Le premier étudiant en informatique venu vous dira que par une manœuvre particulièrement simple, on peut du jour au lendemain, je ne dis pas que vous allez le faire, mais quelqu'un après vous, du jour au lendemain, peut mettre le système, peut reverser le système et appeler une base de données à partir de la première et pourra appeler la première à partir de la seconde. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait se garantir contre cela. D'abord, le ministère de l'Intérieur enfin, je vous demande de me croire, moi j'en suis convaincu, mais vous n'êtes pas, enfin, je vous demande de le vérifier, est un ministère sérieux. Hein, c'est aussi le ministère des libertés publiques. Nous avons une direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Nous sommes un ministère sérieux. Donc nous avons pris un ensemble de précautions. Et ces précautions sont des précautions techniques concernant l'irréversibilité de l'application informatique pour qu'on ne puisse pas, à partir des données biométriques, identifier une personne, et la sécurisation de la base pour qu'elle ne puisse pas être hackée. J'ai saisi la DENSIC et l'ANSSI. C'est quand même des... Bon, je rendrai public leur rapport. Je me conformerai à toutes les recommandations de la DENSIC et de l'ANSSI concernant les applications et la sécurisation de la base. Je suis même, monsieur le sénateur, prêt à aller plus loin, puisque je comprends que la suspicion ne porte pas sur mon administration et accessoirement ma personne, mais sur d'autres qui pourraient me succéder.
Mais dans ce cas-là, la meilleure manière d'être garanti, c'est que personne ne succède jamais. Mais je pense que ça susciterait beaucoup de désespoir sur un certain nombre de bancs. Donc il faut un dispositif plus sérieux que celui que je viens de vous proposer. Et donc le dispositif plus sérieux que je viens de vous proposer, c'est quoi? C'est que moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette en place un dispositif qui annuellement conduise l'ANSSI, la DENSIC, la CNIL et des parlementaires désignés à contrôler l'adéquation qu'il y a entre les dernières recommandations de l'ANSSI, le contenu du décret et le fonctionnement de l'application, avec un souci de transparence totale. Si je comprends bien, il y a le droit pour toute personne à ne pas donner ses empreintes, à refuser de les donner. Bien. Et une fois que l'on pose cela, et que l'on pose la question des trous qui existeraient dans le fichier, vous dites, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui subsistent et qui nous permettent d'être efficaces. Donc, je n'ai pas bien compris exactement cela. Voilà. Il faut distinguer la prise des empreintes papier qui existe depuis 1955, que nous n'allons pas remettre en cause, sans quoi nous mettrions en cause la sécurité des Français au regard du risque terroriste notamment. Ce n'est pas la prise de l'empreinte qui sera volontaire ou pas, c'est le transfèrement dans la base numérisée de cette empreinte, de manière à ce que l'empreinte ne figure pas dans la base centrale si les personnes ne le souhaitent pas. C'est une garantie considérable que nous apportons là. Donc, si les personnes ne veulent pas bénéficier du service que nous apportons, elles peuvent non pas s'opposer à la prise de leurs empreintes, puisque ça existe depuis 1955 et que c'est fondamental en matière de lutte contre le crime, mais elles pourront s'opposer au transfert, à la conservation numérique de cette empreinte dans la base. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bonne soirée à tous et à demain.